c'est l'heure de notre rendez-vous sur Europe 1, le moment de la journée où on peut enfin se poser, se détendre, prendre du temps pour soi. Le moment où l'on ressent aussi parfois le besoin de partager ce que l'on éprouve avec d'autres. Alors si c'est le cas, surtout ne restez pas seul. La ligne est ouverte comme tous les soirs au 39 21. Sonia et Paul sont là, tout près, à l'autre bout du fil pour vous y accueillir sous l'œil attentif de Philippe Chartier qui signe la réalisation de l'émission. Et tout au long de ces 2h30 de direct que nous allons passer ensemble, eh bien, vous pouvez également me faire part de vos commentaires, de vos réflexions par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Caroline Dublanche. Bonsoir Nicolas. Bonsoir Caroline. Voilà, c'est toujours un petit peu surprenant quand vous nous appelez. Là. Voilà, d'abord je voulais vous remercier pour la fin de l'émission d'hier. J'ai pris une leçon de vie comme très souvent dans votre émission et ça c'était magnifique. Avec les témoignages de Michel, de Bernard, oui, qui nous parlaient. C'est vrai qu'ils ils insufflaient beaucoup de force, de goût de vivre, hein, alors qu'ils étaient passés par des phases difficiles, puisque tous deux confrontés à un handicap différent, mais c'est vrai que ils nous ont donné beaucoup, une belle leçon de vie. Ah oui, moi j'ai vraiment pris ça comme une leçon de vie. Alors après, faire le parallèle avec ma vie, c'est vrai que du coup ça relativise, hein, c'est sûr. Oui, mais enfin après, vous savez, dans cette émission, chacun on passe d'un témoignage à l'autre, ça n'a souvent rien à voir et on peut pas faire de comparaison, donc allez-y, hein, sans scrupule, vraiment. On prend des forces où on peut et quand je les ai entendus, vraiment, c'est... Oui, mais c'est vrai, j'ai eu beaucoup de réactions à leur sujet. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de courage, beaucoup d'énergie, oui. On se demande, nous, comment on ferait dans des situations comme celle-là. Mais alors, vous voulez me parler d'une question de poids, de surpoids, ça ? Alors, de surpoids, il y a un petit moment de ça, c'était déjà un problème de surpoids. Aujourd'hui, c'est plus le cas. En fait, mon problème que j'ai aujourd'hui, c'est je suis complètement perdu dans mon état d'esprit. C'est-à-dire que pendant un petit moment, j'étais fier d'avoir réussi à vaincre ce problème de poids, puisque donc j'ai perdu 65 kilos exactement, par mes propres moyens. J'ai toujours été costaud depuis tout jeune. Depuis enfant Oui, depuis enfant, oui, tout à fait, oui. Ça a toujours été. Toujours mal dans ma peau, toujours les regards extérieurs, tout ça, toujours bien capter les gens qui... On a l'impression beaucoup, hein, c'est plus d'ailleurs les impressions, mais... Pas forcément d'ailleurs, c'est vrai que ça attire aussi le regard, le fait d'être dans un corps différent. Oui. Et à l'école, vous parlez enfants, enfin à l'école, les enfants qui sont costauds, comme vous dites, qui sont en surpoids, sont souvent l'objet de moqueries. Hein. C'est très difficile à vivre. L'école, et ça continue quand on rentre dans le milieu professionnel, hein, puisque je me souviens de des petites blagues. Oui. En tout cas, qui sont données comme des petites blagues, mais voilà. Et qui sont humiliantes. Ouais. Et qui sont très humiliantes et mises bout à bout, qui sont destructrices. Ouais. Même dans le milieu professionnel, donc Oui. Et là, vous arriviez, c'était tellement difficile. Vous ne pouviez pas répondre à ce moment-là, ou remettre les gens à leur place. Non. Vous encaissiez sans rien dire. Oui. Vous avez quel âge aujourd'hui, Nicolas ? 35 ans. D'accord. 35 ans. J'ai réussi donc alors j'ai divorcé. Ça m'a réveillé, peut-être, je sais pas. Comment que j'ai réussi à démarrer cette perte de poids ? Oui, quel a été le déclic finalement pour vous ? Le déclic, pour moi, ça a été une photo. De vous ? Alors, oui. Je voudrais pas choquer en disant ça, mais c'est comme ça que je l'ai ressenti. Jusqu'à présent, jusqu'avant cette photo, je me voyais costaud, certes. Oui. Et cette photo, je me suis vu gras.
gros. Je ne sais pas quel qualificatif. J'avais passé le stade du costaud. Oui. Et cette photo-là m'a fait peur, tout simplement. Et donc, suite à ce divorce, qui a été important, évidemment, comme toute étape de ce style, j'ai voulu aussi, par peur, me ressaisir, me prendre par la main et vraiment attaquer le problème. J'ai réussi. De quelle façon alors ça compte parce que c'est-à-dire que j'ai peut-être pas fait tout ce qu'il fallait de bien, médicalement parlant, on va dire. J'ai tout fait, sauf une chose. Quand on maigrit beaucoup comme ça, on y pense tout de suite. Je me suis jamais fait vomir. Par contre, tout le reste, j'ai fait. C'est curieux que vous commenciez par ça. C'est quoi alors tout le reste ? Tout le reste, des médicaments qu'on trouve sur Internet trop facilement. Ah oui, j'allais dire oui, parce qu'aujourd'hui, on ne trouve plus comme ça. Mais si sur Internet, on trouve encore des... Oui. Des coupes-fins, des choses comme ça ? Alors moi, j'étais plus parti sur le côté diurétique. Mon idée, c'était de faire sortir d'une manière ou d'une autre. C'est très imagé, mais sauf que je voulais pas vomir. Par contre, à ce moment-là, c'était pas du tout mon. Et puis il y a eu une phase. Je suis passé par beaucoup de phases. La phase anorexique restrictive, elle a duré un petit moment aussi. Ça aide aussi. Mais j'allais vous demander, si vous aviez auparavant des phases de boulimie, parce que c'est pas neutre de me dire je voulais pas me faire vomir. Vous aviez des phases comme ça boulimiques ? Oui, alors je sais pas, parce que la boulimie, je ne connais pas. Moi, on me disait que j'étais dans la compulsion. Donc, je sais pas vraiment faire cette distinction c'est un peu différent. Boulimie, compulsion. Boulimie, si j'ai bien compris, c'est on avale tout ce qu'on trouve et puis on regarde pas, quoi. J'ai pas eu cette impression d'être comme ça avant. Ça, c'est sûr. Par contre, aujourd'hui, je suis perdu dans mon esprit parce que je suis fier d'avoir réussi. Donc vous avez perdu 65 kilos. C'est ça, je revis. Oui. Alors ça, il n'y a pas photo. Je pratique du sport avec plaisir. J'ai plus cette difficulté à bouger, quoi, tout simplement. Donc le sport que j'adore, qui est le tennis, je suis ravi d'en refaire, puisqu'aujourd'hui c'est plus difficile de le faire. Oui, bien sûr. Puisqu'avant, c'est vrai que 125 kilos, c'était quand même compliqué pour moi. Par contre, aujourd'hui, j'oscille entre fierté et une certaine déception, malgré tout. Par rapport à quoi ? Eh bien, déjà je refais ce parallèle suite au divorce, pour refaire ma vie. Aujourd'hui, j'ai eu quelques rencontres, toutes plus belles les unes que les autres, mais aujourd'hui j'ai des difficultés parce que la situation dont je suis aujourd'hui, elle fait peur. J'ai l'impression qu'elle fait peur. Et j'ai eu une confirmation il y a 2 jours, donc c'est pour ça que je voulais votre avis aussi. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vomis beaucoup par contre. Je suis dans cette phase... Donc vous mangez et vous vous faites vomir ? Oui, oui. Oui, de toute façon, tout ce que je mange, oui, et même ce que je bois. Donc, et le problème que j'ai, moi, c'est que le regard que j'avais peur d'avant, je commence à l'avoir. Et aujourd'hui, j'ai une compagne et attendez, c'est elle qui me l'a fait remarquer. Le regard, je comprends pas. Le regard sur vous, sur... Alors, sur moi et les autres. Ma compagne, il y a 2 jours, l'anecdote, c'était ça. C'est... elle essaye de faire attention à elle fait un petit régime, voilà. Elle refuse que je lui donne peut-être des petites astuces parce que elle me voit vomir régulièrement, donc pour elle, je n'ai pas mon mot à dire. C'est angoissant. Ça me fait mal qu'elle. Oui, mais c'est angoissant. Mais ça me fait mal parce que j'ai l'impression de pouvoir l'aider, parce que. Il faudrait déjà commencer à vous aider vous. Oui, c'est ce qu'elle me répond. Bien d'accord. Pour le coup, vous voyez, je la connais pas votre amie, mais elle a raison. C'est vous déplacez le problème là. Après tout, si elle d'abord d'une part, elle vous demande pas d'aide, elle peut, elle a un surpoids très important, votre amie ? Non,
Non. Donc elle peut faire comme font les femmes et les hommes d'ailleurs parfois perdre quelques kilos avant les fêtes, après les fêtes, à l'approche de l'été. Enfin, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu ou ça correspondait vraiment à, vous dites, ce déclic, cette photo. C'est souvent comme ça d'ailleurs les déclics, parce qu'on ne se voit jamais comme on est, et la photo d'ailleurs est pas le reflet de nous-mêmes si on va par là, mais c'est souvent à travers une photo qu'il y a quelque chose comme si là on se détachait et on voyait ce que les autres voient de nous au fond. C'est plus complexe que ça. Et vous avez enclenché quelque chose seul, mais semble-t-il vous avez réussi vous avez perdu beaucoup de poids, mais il y a quelque chose du mal-être qui persiste. J'ai peur. Pour moi, le vomissement est arrivé à partir du moment où j'ai repris 1 kilo, en fait. Oui, c'est ça. Il est arrivé là. C'est parce que c'est la seule solution aujourd'hui que j'ai trouvée pour me rassurer. Parce que vous continuiez à vous peser beaucoup, à être très angoissé. Parce qu'1 kilo, c'est rien, j'ai envie de dire. Mais ce kilo-là, ça vous a terriblement angoissé. Oui, parce que j'ai eu l'impression de perdre le contrôle. En fait. Oui, on sent à quel point il y a quelque chose de ça, oui, du contrôle. Oui, vous avez eu l'impression que ça allait repartir, s'enrayer, s'emballer, que vous ne pourriez plus rien faire. Donc vous avez commencé à vous faire vomir, et ça fonctionne. Oui, ça fonctionne même plutôt bien. Oui, ça fonctionne, mais avec beaucoup de risques, parce que, c'est quand même, d'abord c'est problématique, pas seulement sur un plan psychologique, mais aussi parce que il y a quelque chose que vous contrôlez plus bien, au fond, paradoxalement, et aussi quand même sur un plan physiologique. Alors physiologique, oui. Alors bon, c'est un petit peu le débat qu'on a avec ma compagne. C'est vrai que je me suis rapproché du monde médical, parce que c'est vrai que ça me paraît indispensable. Là. Oui, mais ça paraît indispensable. Tout est correct en plus. C'est ça qui me. C'est-à-dire vos analyses de sang. Les analyses de sang, le cœur, parce qu'il a voulu. Mon médecin m'a envoyé voir un électrocardiologue pour regarder un petit peu tout ça, parce qu'il m'a expliqué que trop vomir, ça pouvait occasionner des petits problèmes cardiaques aussi, malgré mon âge. Donc tout va bien aussi. Donc c'est vrai que je suis rassuré sur le plan médical, mais je me rends compte que je contrôle plus. Vous contrôlez plus. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus vous empêcher de vous faire vomir. Non. Vous avez basculé dans une forme, oui c'est ça, de... Et aujourd'hui, j'ai l'impression de redevoir me battre autant que quand il a fallu que je perde, et j'ai l'impression de ne plus avoir cette force. Non, c'est pas. C'est-à-dire que voilà, c'est là où il est important que vous soyez entouré et aidé. Ce que vous avez fait seul, à force de, il y a dû y avoir quelque chose de très grisant dans cette perte de poids. Je sais pas en combien de temps ça s'est fait. 1 an et demi. Oui. Mais il y a dû y avoir quelque chose d'assez euphorisant à un moment. De voir comme ça que vous décolliez, que vous perdiez du poids. Oui. Alors, ce qualificatif, je l'avais pas employé, mais c'est ça. C'est ça. Tout à fait. En fait, c'est venu combler, pas combler, c'est venu rassurer ma crainte de ne plus pouvoir rencontrer oui, c'est après un divorce. Parce que ça ne vous a pas empêché, votre poids, qui à un moment est devenu un réel problème pour vous, ne vous avait pas empêché de vivre une histoire d'amour. Vous étiez avec une femme qui vous aimait y compris avec ce corps-là. C'est au moment la bascule, il y a eu la photo, mais il y a eu aussi ce divorce. Oui, de toute façon, oui, ça a été un traumatisme pour moi, oui, ça c'est sûr. Ça, on est bien d'accord. Ça, je l'ai bien déterminé avec effectivement mon psychologue aussi, que je reste à me faire suivre maintenant. Vous continuez à être suivi sur le plan psychologique ? Non. Non ? Pourquoi ? Non, pourquoi ? Parce que il m'a clairement fait comprendre qu'il n'était pas non plus spécialisé dans ce type de traumatisme, mais qu'il était capable de
de le traiter, enfin en tout cas d'en parler, mais moi j'ai vraiment besoin de trouver quelqu'un. Oui, il a raison, c'est bien, je trouve c'est bien parce qu'à un moment on a, ça serait vraiment bien de voir quelqu'un qui est spécialiste des troubles du comportement alimentaire. C'est très particulier. Et c'est bien parce qu'il a conscience de ses limites. On ne peut pas traiter tout. Le champ est très large des problématiques. Donc il a raison de préférer que vous rencontriez quelqu'un de spécialisé dans ces troubles-là. Sauf qu'il n'a pas un nom à me proposer. Ah bon? Et non. Vous êtes dans quelle région? Région centre. Et même région à l'hôpital, centre, même en passant par l'hôpital? Ah si, c'est la seule chose qu'il m'a proposé, effectivement. Oui, alors il faudrait peut-être passer par l'hôpital, voir avec des médecins nutritionnistes, parce que souvent ils sont quand même associés à des thérapeutes. Déjà, ils travaillent en équipe. C'est pas mal d'avoir une prise en charge un peu en équipe et d'avoir un psychologue ou psychiatre, mais vraiment spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire, parce que il pourra davantage vous accompagner. C'est quand même très spécifique. Et ça veut dire votre psychologue doit être très compétent et d'autant plus compétent qu'il reconnaît ses limites, j'ai envie de dire. Vous voyez qu'il préfère vraiment que vous soyez vu par un spécialiste comme si on a des problèmes neurologiques, on va pas aller voir un chirurgien orthopédique, vous voyez. Dans la psy, c'est pareil, il y a aussi des spécialités. Et du coup, moi, depuis que j'ai arrêté de le voir, il y a cette question qui m'angoisse. Je n'arrive pas à déterminer, à comprendre pour moi, c'est deux sentiments trop opposés, d'être fier et déçu. Je comprends pas. C'est pas fait pour être ensemble, ces deux mots-là, et c'est ça qui me perd. Je suis content parce que je revis, je m'écoute, je choque autant quand je vomis que quand je vais ne pas manger, parce que je mange que quand j'ai faim. Je m'écoute beaucoup plus qu'avant. Oui, mais vous êtes dans symbiose. Oui, mais vous êtes dans l'hyper-contrôle. Il y a effectivement, c'est pour ça que j'utilisais ce terme. Il y a quelque chose de très, ce qu'on rencontre dans l'anorexie, c'est-à-dire que souvent les personnes anorexiques ont un sentiment. D'ailleurs, le fait même de ne plus s'alimenter donne un côté, même physiologiquement, il y a un moment, c'est connu dans les périodes de jeûne, il y a quelque chose de très euphorisant, très exaltant de retrouver une espèce d'énergie qui dure un temps, évidemment. Mais au fond, vous oscillez aussi, vous parlez de dépression, un peu, il y a quelque chose qui est là, qui est latent derrière tout ça, qui masque au fond ce problème de mal-être, vous l'avez utilisé vous-même, et qui est là depuis longtemps, sans compter que je vais vous dire une chose aussi, c'est pas facile de changer, ça s'est étalé sur 1 an et demi, mais de s'y retrouver soi-même par rapport à cette nouvelle apparence aussi. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Oui, tout à fait, c'est vrai qu'on se voit changer. Je suis passé de 52 en pantalon au 36, voilà. C'est clair que... Oui, vous vous rendez compte. Et puis le regard des autres sur vous aussi change. Vous savez, je me souviens comme ça d'une dame qui me disait qui était dans un problème d'obésité, même d'obésité morbide, c'est-à-dire qui mettait vraiment en danger sa santé, et qui avait, avec un suivi, perdu beaucoup de poids. Elle refaisait un 40, 42. Enfin, elle était parvenue à son objectif, même, et elle était très angoissée. Très très angoissée, et finalement elle avait fini par me dire que le fait de se rendre compte que cette nouvelle apparence provoquait des réactions différentes chez les hommes, il la regardait, elle sentait, elle percevait leurs désirs, ça la renvoyait à quelque chose de très angoissant pour elle, qui avait trait après à son histoire personnelle, évidemment. Oui, mais c'est pas anodin de changer comme ça finalement rapidement, parce que 1 an et demi, c'est court, puisque au fond, vous avez toujours été dans un corps plutôt enrobé. Vous me dites, depuis l'enfance. Oui. Et vous savez, ça dit quelque chose de votre histoire d'enfant, de votre histoire familiale, et puis le rapport à la nourriture. La nourriture, c'est tellement un substitut à tout. À l'ennui, à la fatigue,
au vide, enfin, à un mal-être. C'est quelque chose qui est... Comment ? Ce qui m'enrage aujourd'hui, c'est que je me rends compte que c'est peut-être pour ça d'ailleurs que je suis déçu, c'est que j'ai amené ce que j'ai le plus craint. J'ai l'impression que j'ai eu peur de ne retrouver personne. Aujourd'hui, je retrouve. Je suis avec quelqu'un. Et en fait, mon problème, c'est pas fuir, parce que c'est quelqu'un de très compréhensive. Mais je vois bien que ça met des freins. Surtout si là, vous voulez vous occuper de son régime à elle, entre guillemets, ça va pas. Et elle a raison. Elle vous renvoie à vous. C'est de vous dont il faut vous occuper. On n'est pas dans la même logique. Puis vous savez aussi derrière tout ça, quand on a un mal-être et qu'on a quelque chose lié un problème physique, alors que ça peut être ça, que certains assimilent un défaut physique, un problème de poids ou autre. On se dit, si je règle ça, ma vie va être très bien, va être beaucoup mieux une fois que j'aurai réglé ce problème de poids. Et puis on se rend compte que le problème est réglé physiquement, mais qu'en revanche, la vie, elle change pas forcément du tout au tout. Parce que le problème est souvent plus complexe. C'est-à-dire que le mal-être, lui, peut persister. D'accord. La souffrance. Oui. Il est plus facile, si vous voulez, de s'en prendre à la taille de son nez, ceux qui veulent se faire opérer du nez, je sais pas, ceux qui veulent, mais tout d'un coup le poids, même si c'est encore un autre registre, que de s'attaquer à son histoire, à son vécu, à son histoire personnelle, à son histoire familiale, à savoir qu'est-ce qu'il y a. Et tout est très imbriqué, et surtout dans ces problèmes de poids. Alors après, c'est là où il est important quand même de faire un peu le point. J'imagine que vous avez dû en parler avec votre psychologue, mais aussi d'être suivi un peu en équipe, parce que ça touche à plein de disciplines, cette question-là. Le rapport aussi que vos parents avaient. Mettez-vous. Très peu de choses. Et si, je vous assure, à ce moment-là, vous avez dû entendre parler de Gérard Apfeldorfer, qui fait un travail formidable autour de ça, justement, qui a été remis en cause tous ces régimes et autres, qui a une approche beaucoup plus intelligente justement du poids et à quel point c'est lié à l'affectif, à notre histoire. Il y a un site qui s'appelle GROS, G-R-O-S, où vous pouvez trouver des indications de lecture, peut-être des groupes de parole. Enfin, rapprochez-vous un peu de tout ça et surtout essayez de trouver, quitte en passant par l'hôpital, un médecin spécialiste des troubles du comportement alimentaire. Il faut à un moment sortir de cette mécanique-là, d'accord ? Et ça, vous n'y arriverez pas seul, hein ? Il faut vraiment vous faire aider. D'accord, Nicolas ? Je dois vous laisser. Bon courage. Merci beaucoup. Au revoir, Nicolas. Au revoir. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Europe 1, c'est l'heure de votre libre antenne. Nous sommes ensemble comme tous les soirs de 22h30 à 1h et en direct bien sûr, 2 heures pour me parler de vous, pour me confier vos doutes, vos fragilités, vos espoirs. La ligne est ouverte au 39 21 si vous souhaitez me parler ou dialoguer avec un auditeur. Vous pouvez également le faire par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Alors le témoignage de Nicolas qui est avec nous dans cette première demi-heure vous donne peut-être envie de réagir. Nicolas qui est un jeune homme de 35 ans qui a toujours été costaud, je vais reprendre son expression, depuis l'enfance, et puis qui, suite à une photo où il s'est vu, où cette vision de lui a été insupportable, il y a eu un déclic, il a perdu 65 kilos en 1 an et demi, et aujourd'hui il est pris, il se rend compte que finalement il est dans quelque chose, il alterne entre un sentiment de fierté et un sentiment un peu de dépression, de quelque chose de mal-être. Et là où il est vraiment important, je disais, la nourriture, c'est quelque chose de très complexe. C'est-à-dire un régime comme ça, comme il a fait lui-même, est toujours un peu problématique. C'est-à-dire pour ne pas reprendre du poids. Aujourd'hui, Nicolas, on arrive à se faire vomir. Or, il faut
prendre vraiment ce symptôme-là dans sa globalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thérapie magique. Vous savez, la nourriture, c'est quelque chose c'est ce que je disais à Nicolas, de très complexe, un substitut à tout, à la fatigue, à la frustration, à la solitude, au manque d'amour. Donc, on se console beaucoup avec ça, et après, on peut basculer dans l'excès inverse, dans l'hyper-contrôle, il existe quand même c'est là où il est important de se rapprocher de spécialistes, comme le conseiller le psychologue de Nicolas, et de spécialistes qui sont vraiment à même de prendre en charge les troubles du comportement alimentaire. Alors, n'hésitez pas à réagir. Vous êtes peut-être passé par là, c'est-à-dire que vous avez connu un peu ce sentiment de vide que ressent Nicolas. Vous êtes heureux dans un premier temps, le régime, votre méthode a marché, et puis dans un second temps, vous vous retrouvez un peu vide, un peu déprimé. Témoignez 3921 ou dites-nous, vous, ce qui a été efficace pour vous à ce moment-là. Ça serait intéressant de vous entendre. Allez, on va changer de sujet là tout de suite avec Jean-Luc qui a composé le 3921. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir Caroline, bonsoir à votre équipe. Bonsoir. Le son est pas très bon. Je sais pas, vous avez mis un haut-parleur ou... Oui, j'ai mis le haut-parleur. Ah ben voilà, c'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez l'enlever, s'il vous plaît, parce que ça va pas à la radio. Voilà. Ouais. Comme ça, c'est mieux. Oui, c'est mieux. Je vous remercie. Voilà. Alors, je peux réagir. C'était pas pour ça que je vous appelais, mais je peux réagir à Nicolas. Ah ben vous n'êtes pas obligé, hein, mon cher Jean-Luc. Vous appelez, vous me parlez de ce pourquoi vous m'avez appelé au départ, hein. Mais... Oui, mais moi j'ai 56 ans, je fais 1m68 et 50 kilos et je voudrais prendre du poids. Ah oui, mais ça, vous voyez, on n'est jamais content. Hein, Vous êtes menu, vous êtes svelte, on va dire, très svelte. Oh non, très svelte, oui. Oui, très svelte. Bon, bah écoutez, généralement, en prenant de l'âge, on grossit plutôt. Donc... oui, moi, depuis mes 30 ans, j'ai pas changé de poids. Je tourne toujours à 52 kilos. C'est là où il y a une injustice. Hein. Il y a aussi quand même des facteurs génétiques. Il faut pas les oublier. Hein. Et pourtant, je peux manger tout ce que je veux. Oui, c'est dégoûtant de nous dire ça. Ah là là, vous avez bien de la chance. Alors dans cette période de fête, vous allez pouvoir faire tous les excès que vous voulez, sans vous mettre au régime, ni avant ni après. Et vous allez vous plaindre en plus. Je vais pas faire tous les excès que je veux. Non. Parce que c'est pas pour ça que je vous appelle. Alors pourquoi vous m'appelez en fait? Est-ce que Sonia vous a parlé un peu de mon cas? Elle m'a dit que vous étiez tombé amoureux d'une femme qui avait eu de gros soucis. C'est pas tombé amoureux, c'est éperdument. Éperdument. Ah, là, c'est pas noté, mais alors ça change tout. Éperdument amoureux d'une femme, oui. Voilà. Qui avait de gros problèmes. J'estime que j'ai pas eu de chance dans ma vie, parce que j'ai été marié à 25 ans. J'ai eu une fille. J'ai vécu avec mon ex-femme pendant 30 ans. J'ai une fille qui est partie maintenant en Australie, donc je n'ai plus de nouvelles, elle est fille unique. Mais vous avez été marié 25 ans et après vous avez vécu ensemble 30 ans? Non. Je me suis marié à l'âge de 25 ans. Ah d'accord, pardon, d'accord. Voilà. Et ma fille est partie en Australie. J'ai divorcé au bout de 23 ans de mariage. Ma fille est partie en Australie, donc je suis tout seul. J'ai rencontré une personne qui a été victime d'un viol en Réunion. Donc, je ne pouvais pas... la main d'un homme pour elle, c'était chose absolument interdite. Voilà. Mais elle était néanmoins tombée... Parce que vous étiez éperdument tombé amoureux d'elle, mais elle, est-ce qu'elle était... Attends, c'est plus compliqué que ça. Donc j'ai rencontré cette personne qui s'appelle Martine. Je peux. Oh non, je préférerais. Enfin, vous savez, je préfère préserver une certaine. C'est pas que j'aime pas les prénoms. J'aime beaucoup les prénoms, évidemment, mais je trouve que c'est important de préserver une certaine confidentialité, surtout si vous parlez de personnes. Vous pouvez me parler de votre ami à ce moment-là. Hein. Ce sera plus simple. Alors je vais dire M. Et victime d'un viol en Réunion avec 8 hommes. Donc elle s'est jetée par la fenêtre, c'est les pompiers qui l'ont récupérée.
je l'ai rencontrée suite à... elle avait une fille qui avait un cheval, ma fille faisait du cheval, nos filles sont devenues amies, c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Son compagnon est décédé en 3 mois d'un cancer du cerveau. Alors attendez, moi je m'y perds. Le compagnon de qui ? De M. Bon. Alors donc cette histoire, cette agression qu'elle a subie, elle était à ce moment-là, elle était mariée. Ah oui, à ce moment-là, elle était mariée, oui. Bon. Alors, est-ce qu'on peut en venir, Jean-Luc, parce qu'on ne peut pas non plus trop détailler, est-ce que vous pouvez en venir peut-être au fait, à votre histoire, voyez, voir en quoi je peux vous aider éventuellement, pour pas trop se perdre dans les détails. Donc cette femme n'était plus capable d'accepter aucune relation avec un homme. J'ai mis 2 ans à la caresser, à lui parler à l'oreille, avant qu'elle, de nouveau, puisse accepter une relation avec un homme. Et une fois qu'elle était... comment je vais vous dire ça ? Qu'elle a enfin pu, de nouveau, avoir une relation normale avec un homme, elle m'a quitté. Bon. Pour partir avec un de mes meilleurs amis que j'avais sorti du ruisseau. Et 2 ans après, j'ai fait de nouveau une rencontre avec une personne qui a été violée à 12 ans. Ah bah dites-moi, vous les collectionnez ? Voilà. Oui, je les sélectionne. Donc c'était la même chose. Ça a été 2 ans et demi de caresses, de bisous. Oui, mais attendez, Jean-Luc, là, pourquoi vous vous mettez aussi... Enfin, après, qu'est-ce qui fait que vous restez... C'est quand même curieux, que vous restiez dans des relations comme ça, où vous avez un rôle bien particulier, vous vous donnez un rôle bien particulier, presque de soigner. Je ne tombe que sur des femmes du Verseau. Non, ça n'a aucun rapport. Là, c'est le signe du Verseau au premier décan. Non, ça n'a aucun rapport. Là, vous me parlez de femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles. S'il y avait que les femmes du Verseau qui étaient agressées, ça touche toutes les femmes, tous les âges et. Bon. Non, mais plus sérieusement, c'est que. Après, bon, voilà, ça s'est passé comme ça, c'est un concours de circonstances, on va dire, mais c'est curieux que ça pourrait en effrayer plus d'un, ou de dire justement, quand on rencontre quelqu'un qui va si mal et qui a bien des raisons d'aller mal, qui est si traumatisé, parce qu'un viol est c'est une agression terrible. Une chose atroce. Bon. Et vous, qu'est-ce qui fait au fond que vous allez dans ces situations où vous pourriez dire, oh là là, c'est très compliqué, je m'éloigne, elle va trop mal, ça m'angoisse, parce que ces femmes sont très marquées. Pourquoi vous, au fond, vous donnez ce rôle d'aider, de sauver Ça ne m'angoisse pas. Quand je vois une femme qui a peur de la main d'un homme qui s'approche. Oui, c'est curieux, vous en parlez comme c'est curieux la façon dont vous en parlez. On peut comprendre quelqu'un qui a été agressé sexuellement, qu'effectivement après l'intimité physique soit quelque chose de délicat. Bon. Oui. Alors finalement, cette deuxième femme, qu'est-ce qui s'est passé avec elle ? Eh ben, j'ai passé 2 ans et demi à lui prodiguer des caresses. Oui, on va pas trop rentrer dans les détails, je vous ai dit. Oui, des caresses, des bisous, sans aucune relation charnelle. Aucune, voilà. Non, pas sexuelle, charnelle. Il y a eu charnelle, il n'y a pas eu sexuelle. Oui. Voilà. Et au bout de 2 ans et demi, quand elle a enfin découvert le plaisir charnel. Oui, enfin bon. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange dans la façon dont vous racontez ça. Ah bon, pourquoi ? Oui, parce que je trouve que vous vous donnez un rôle particulier, comme si au fond déjà ces femmes découvraient le plaisir avec vous. Vous me dites il y en a une, elle avait une relation. C'est simplement, vous me parlez de choses terribles, de femmes qui ont été victimes d'agressions. Oui. Et vous, où vous voulez en venir finalement ? C'est quoi votre question ? Qu'est-ce que vous attendez ? Je suis malheureux parce que j'ai fait découvrir le plaisir à ces 2 personnes. Oui. Et toutes les 2, quand elles ont eu découvert le plaisir, elles m'ont quitté. Bon. Voilà. Donc... Voilà. Et la dernière, elle est partie dans une secte, complètement à côté
complètement à côté, quoi. Elle est partie dans le récit. Elle va mal. Vous dites, c'est-à-dire que c'est une dame qui allait très mal quand vous l'avez rencontrée. Et finalement, elle était dans un cheminement, elle essayait de trouver une façon de s'en sortir, d'aller mieux. Et malheureusement, elle s'est dirigée pas vers les bonnes personnes, mais vers une secte. Voilà, malheureusement pour elle. Mais de toute façon, dans les deux cas de figure, vous me parlez de gens qui vont très mal. Et où vous savez, parfois se mettre dans cette position-là d'aider quelqu'un comme ça qui va très mal, c'est pas la première fois, semble-t-il. Vous me parlez d'un ami que vous avez sorti du ruisseau, c'est pas non plus n'importe quelle expression. Alors, aider les autres, ça peut être très valorisant aussi, finalement. Je ne fais que ça. Voilà, c'est ça. Mais je ne vais pas mieux pour autant. Alors, peut-être, c'est là où il y a quelque chose à changer. Occupez-vous davantage de vous. Et vous voyez qu'on ne peut pas régler les problèmes des autres à leur place. On ne peut pas. C'est déjà très compliqué de savoir soit qui l'on est, pourquoi on ne va pas bien, ou si on le sait, comment aller mieux. Donc vous savez, vouloir être le thérapeute, entre guillemets, ou vouloir aider quelqu'un à progresser, à aller mieux, c'est une chose très compliquée. Donc vous pouvez plutôt commencer par vous occuper de vous, finalement. Si vous n'allez pas mieux, vous, voir pourquoi, qu'est-ce qui ne va pas chez vous, et le prendre en considération, plutôt que d'aller vers des gens qui vont mal, après tout. C'est ce que tout le monde me dit, même mon docteur. Voilà. Donc, vous voyez, ça a quand même un sens, et à ce moment-là, vous pouvez demander à votre médecin qu'il vous oriente, qu'il vous donne les coordonnées d'un psy, à qui vous pourrez parler de ce qui ne va pas chez vous. Et vous verrez que vous aurez des relations, vous serez à ce moment-là moins attiré, comme si vous aviez des antennes par les femmes qui vont très mal. D'accord ? Oui. Merci Jean-Luc de votre appel et bon courage à vous. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez le mot nuit, suivi de votre message au 7 39 21. 65 centimes plus coût d'un SMS. Alors, avec Nicolas, dans la première demi-heure de l'émission, j'ai fait référence à Gérard Apfeldorfer, qui a créé le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. C'est GROS, G-R-O-S, www.gros.org. Et puis, il a écrit de très nombreux ouvrages. Parmi les plus connus, il y en a beaucoup d'autres, mais il y a Maigrir, c'est dans la tête, Manger en paix, Je mange, donc je suis, qui traite du surpoids et des troubles du comportement alimentaire. Donc, Je mange, donc je suis, c'est aux éditions Payot. Maigrir, c'est dans la tête et Manger en paix, c'est aux éditions Odile Jacob. Gérard Apfeldorfer. Alors, c'est un peu compliqué, son nom, c'est Apfeldorfer, et je rappelle le site, c'est www.gros.org. Alors, il y a... je voulais en profiter aussi pour faire un petit clin d'œil à Sergio. On se demandait où vous étiez passé. Il y a Olivier le patrouilleur qui vous a fait un petit coucou hier à l'antenne. Et Sergio, voilà, il a changé de portable. Il a du mal, il n'arrive plus à nous envoyer des SMS. Alors, ils sont un petit peu seuls, du coup. Il y a un nouveau forfait, un nouvel appareil. Il faut juste le temps que je m'adapte. Mais je voulais juste vous dire que je suis encore là et on est ravis. Vous nous manquez, mon cher Sergio. Vos messages nous manquent. Et puis, un petit clin d'œil également à Christophe qui lui est à Bar-le-Duc, et Christophe écoute l'émission tous les soirs et il se sent un peu seul, il n'ose pas téléphoner. N'hésitez pas à nous passer un petit coup de fil, mon cher Christophe, un soir, et comme ça j'espère que ça vous sortira un peu de votre isolement. Bonsoir Patricia. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de me recevoir. Je vous en prie, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, je vous appelle parce qu'il y a eu pas mal de changements ces derniers temps, c'est-à-dire il y a un peu moins d'un an. Oui. Je vais avoir 50 ans dans quelques mois, très bientôt, donc 49 et demi. Ben oui, ça compte, vous ne les avez pas encore. Voilà, donc ça c'est important aussi dans ma démarche, c'est surtout ça. Il y a un an, ma société a été rachetée. Donc ils n'ont pas voulu nous garder, j'ai négocié un départ. Ils voulaient me garder, mais ils m'ont donné une fiche de poste qui
correspondait pas du tout à mon vrai métier. Oui. Donc c'était une façon de me dire si tu peux partir, vous diriger vers la sortie. Oui. Exactement. Donc j'ai négocié parce que moi je voulais partir. Je m'étais dit que ça serait un bon départ pour recommencer, pour voir autre chose. Oui. Dans la foulée, j'ai déménagé. Donc ça veut dire que j'ai pas été très loin géographiquement parlant, mais ça veut dire que j'ai pris un appartement beaucoup plus petit. Moi je vis seule avec mon fils qui a 21 ans. Oui. Moi j'ai divorcé quand mon fils avait 2 ans, donc on a vécu vraiment tous les deux. Oui. Et là il est parti faire des études à l'étranger. Oui, j'allais vous demander si lui tous ces changements, donc non, lui ça le concerne pas, il étudie à l'étranger là. Là ça le concernait les quelques mois uniquement, mais là maintenant il est à l'étranger, donc ça le concerne plus. Donc vous vous retrouvez aussi seul finalement dans un. En fait. C'est D'accord. Complètement seule. Oui. Voilà, donc le travail, je ne travaille plus, même si c'est volontaire et je l'accepte et j'essaye de faire pas mal d'ateliers, des choses comme ça pour le CV, pour me remettre être à jour, quoi, si vous voulez, pour le travail. Je suis assez dynamique, mais n'empêche que le changement de vie, ça a été un changement à 360 degrés. Quoi. Ça fait beaucoup, oui. Oui. Et voilà, et donc j'ai déménagé, et je me retrouve seule en fait, seule. Oui, seule, parce qu'avant je vivais avec mon fils, donc je m'occupais, j'avais des horaires quand même à respecter, et maintenant je n'ai plus... Il n'y a plus ce cadre qui... Je n'ai plus de cadre qui rassure, et voilà, et donc j'ai une nouvelle vie. Et j'ai du mal, et je me rends compte, j'ai l'impression que j'étais un peu dans le déni, voire complètement, comme quoi les enfants c'est normal, il faut qu'ils partent, 50 ans, je ne les fais pas, donc j'assume, non, je crois que j'assume pas les lunettes, c'est une boutade, mais parce que maintenant j'ai des lunettes, j'ai des cheveux blancs. Oui, mais c'est l'âge, il y a un âge où ça nous tombe dessus, les lunettes, ma chère Patricia. Le médecin me dit, mais oui, mais madame, c'est votre âge. Oui, mais mais ça fait beaucoup, parce que ça fait beaucoup. Il y a eu beaucoup de choses qui vous tombent dessus en même temps. C'est ça. Et là, je commence à fatiguer. J'essayais d'avoir vraiment la tête hors de l'eau. Oui. Et j'ai l'impression que plus ça va, plus comment dire, c'est pas que je fatigue vraiment, c'est que je ne sais pas où aller. C'est-à-dire que... quelle direction donner, finalement. Quelle direction donner dans ma vie professionnelle, mais c'est surtout même dans ma vie amoureuse, personnelle, évidemment, j'ai beaucoup moins confiance en moi. Oui. Beaucoup moins. J'ai plus du tout confiance en moi, alors qu'on me dit que je suis jolie, que je suis sympathique, donc, oui, mais je l'entends, mais ça n'imprime pas, et j'ai du mal, j'ai du mal pour ressortir, pour rencontrer. J'étais sur un site il n'y a pas si longtemps. J'ai essayé, tout le monde me disait essaye pour rencontrer des personnes, et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Alors d'abord, vous n'arrivez pas à quoi? Alors je n'arrivais pas. J'ai beaucoup de mal à choisir, comme si c'était un catalogue. Il y a trop de choix, mais c'est vrai. Plus il y a de choix en rayon, plus c'est ça. Il y a trop. Et puis je rencontre des hommes qui sont charmants. Il y a pas, mais j'ai pas encore cette étincelle. D'ailleurs, ça marche pas. J'ai pas ce petit truc qui fait que ça. Vous en avez rencontré quelques-uns quand même. Oui, j'en ai rencontré. Est-ce que ça vous a fait du bien un peu sur le plan de la confiance en vous? Est-ce que vous en renvoyez des choses agréables, puisqu'on vous dit que vous êtes jolie? Oui, c'est ce qu'on me dit. Oui. Bon, alors, si on vous le dit, c'est bien que c'est vrai. C'est ce que je me dis, à force 1, 2, 3. Oui. J'ai rencontré, par contre, samedi soir, je suis sortie. J'étais avec mes amis et mes cousines. On a été à un anniversaire et j'ai rencontré quelqu'un qui m'a... Alors là, ça m'a fait du bien pour le coup, parce que je me suis dit, tu vois, tu peux quand même... y a quelqu'un qui te tente. Parce que moi, j'ai peur, en fait, comme personne ne me plaît. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je m'inquiétais, quoi. Je me suis dit, mon Dieu, déjà, j'ai pas envie de finir seule non plus. Attendez. Vous n'avez même pas encore 50 ans, donc la fin est quand même très loin. Et pourquoi vous finiriez seule? Il n'y a aucune raison. Parce que j'étais plus attirée, mais bon, je faisais rien pour. J'étais plus attirée vers. Oui, c'est ça. Ça me faisait rien, même quand je voyais par exemple un beau garçon ou quelqu'un qui pourrait m'attirer, ça me laissait froide. Ni chaud ni froid, quoi. Oui, mais c'est inquiétant. C'est inquiétant. Non, il y a des périodes comme ça. Non, il y a des périodes comme ça, vraiment, où on est comme un peu en hibernation. Complètement, là. Non, mais ça arrive. Parce que jusque-là, vous aviez trouvé un équilibre dans votre vie, oui, entre votre travail, où semble-t-il vous aviez quand même beaucoup de satisfaction, oui,
Et ça compte beaucoup, ça, donc qui était valorisant, enfin, où c'est important d'avoir un travail dans lequel on se plaît, dans lequel on se sent valorisé. Oui. Vous aviez la vie chez vous avec votre fils. Oui. Enfin, vous n'étiez pas seul, vous vous occupiez de lui, il y avait des horaires, des cadres, enfin, vous preniez soin de lui. Bien et sûr. C'était un échange, enfin, agréable aussi. Oui, c'est agréable, Et là, les deux piliers quand même très importants que vous n'avez plus. Ce qui, en soi, et peut-être, comme vous le dites, d'ailleurs, vous l'envisagez de façon assez constructive en disant, de toute façon, dans un cas, il n'y avait pas le choix, l'autre non plus, c'est la perspective, ça ouvre à du changement. Mais entre-temps, déjà le changement, c'est que vous songez, au fond, à vous dire, tiens, à laisser entrer quelqu'un dans votre vie, un homme dans votre vie, vous y songez. Là où la présence de votre fils, même si finalement, vous ne ressentiez pas le vide affectif. Non, parce que c'était volontaire. J'avais plus envie. J'étais bien pendant les dernières années, 4 ans. Ça fait 5 ans que je suis seule, mais ça me pesait pas. Parce que c'est vrai que j'étais très occupée. Oui, vous aviez votre travail à ce moment-là, votre vie, vos habitudes, enfin j'imagine J'étais dans mes petites habitudes et j'étais bien, quoi. C'est vrai que je voulais rien. Et du coup, j'ai décidé donc justement de quitter, on m'a un peu obligée, mais j'ai quand même décidé de partir, de bouger parce que je voulais pas. Vous avez bien, pardonnez-moi, je vous interromps, parce que vous dites vous avez négocié, parce que on vous poussait, vous sentiez, on vous proposait un poste qui n'allait plus. Vous avez bien fait, on sent que vous avez l'énergie pour le faire. Il y en a qui auraient dit, surtout dans le contexte actuel, c'est bien, vous voulez plus. C'est là où quand même, il faut une certaine confiance en soi. À ce moment-là, pour demander ça. Je trouve, c'est bien. C'est bien de dire non, j'accepte pas un truc dans lequel vous vous sentiriez un peu dévalorisé ou vous ennuieriez. J'avais peur de ça. Vous avez bien négocié? Oui, je m'en suis pas mal sortie. Très bien. Donc, et à ce moment-là, est-ce que vous aviez quelque chose en tête ou c'était flou? Pas du tout, d'accord. Pas du tout. Vous vous étiez dit, ça peut être un nouveau départ, mais sans savoir vers quoi? Voilà, c'était ça. Je me dis, j'avais quelques pistes qui n'ont pas du tout abouti parce que c'était pas des pistes travaillées du tout. C'était vraiment un peu, mais je voulais profiter. On va dire que l'offre était plus ou moins généreuse. Et je me suis dit que c'était le moment. Il fallait pas que j'attende pour partir parce qu'après ça aurait été, je pense, beaucoup plus compliqué. Donc je me suis dit allez, il faut bouger parce que, et justement, t'as bientôt 50 ans. Ton fils va partir bientôt, donc maintenant il est parti. Mais c'est maintenant. En fait, parce que oui, mais je suis d'accord. Et souvent, il y a des caps comme ça, à cet âge-là de la vie. Parce que c'est comme, on se dit, c'est comme un peu un bilan. Vous me direz, alors il y a des dizaines comme ça, mais là, on est... mais on se dit, il y a un peu ce côté, c'est maintenant ou jamais, quoi, où finalement, on sait aussi davantage qui l'on est. Peut-être pas encore ce qu'on veut, mais en tout cas, ce qu'on ne veut pas. C'est déjà... On veut pas, ça, je sais. Par contre, là, maintenant, c'est très clair de ce que je ne veux pas. Et je ne voulais pas du tout d'histoire et je voulais pas laisser rentrer un homme dans ma vie. Et maintenant, j'aimerais. C'est bien ça. C'est bien ça. J'ai peur. Oui, parce que ça fait longtemps que vous avez eu des histoires, mais où il ne rentrait pas vraiment dans votre vie, quoi. Superficiellement quand même. Il connaissait. J'ai eu 2 belles histoires, mais ça n'a pas. Oui, mais vous savez, il faut souvent un peu perdre quelque chose ou quelqu'un pour laisser de la place à autre chose et à une autre personne. Alors, évidemment, votre fils, qu'il n'y ait pas de confusion, vous ne l'avez pas perdu. Simplement, lui, comme vous dites, il est parti faire ses études à l'étranger. Ça laisse une place vacante, mais ce qui est en soi constructif pour vous. Oui, mais il faut y aller, quoi. C'est un peu douloureux. De toute façon, je vais vous dire, on a beau tenir un discours très rationnel en disant on fait pas les enfants pour soi, il faut les laisser s'envoler et tout ça. Vous savez, tous les parents ont un pincement au cœur et les mères beaucoup puis les pères aussi quand l'enfant quitte le foyer. Il y a Alors je me dis, il y en a peut-être qui nous écoutent et qui se disent, oh là, j'aimerais bien que le mien un peu s'envole. Il a du mal à quitter le nid, parce qu'on a aussi ce cas de figure aujourd'hui, des jeunes gens qui restent beaucoup et où c'est un peu angoissant pour tout le monde finalement. Mais vous voyez, il y a Véro qui a envoyé un petit SMS en vous écoutant. Elle dit, oh là là, j'adore, quel peps et quel humour. C'est vrai qu'on vous sent, on vous dit que vous êtes jolie, mais je pense que vous devez beaucoup plaire. Vous êtes très pétillante. C'est
ce qu'on me dit, mais c'est marrant parce que c'est... mais voilà un cas classique, par exemple, où j'ai vraiment pas confiance en moi, c'est que justement samedi soir, je suis sortie, j'ai passé une super soirée, j'étais bien, enfin bon, vraiment j'avais la pêche et j'étais avec des gens que j'aimais beaucoup, donc ça compte. Oui. Et j'ai vu on va dire un jeune homme, un homme qui a Pourquoi, mon âge. Quel âge? Ah oui, un jeune homme. Oui, d'accord, non, 50, oui. La cinquantaine. Oui. Beau garçon, enfin, qui m'a plu. Beau garçon, je ne sais pas, mais qui m'a plu. Donc j'ai dit, tiens, voilà, ça m'a rassurée. Ça, c'est bon signe. Oui, vous êtes dit, ça y est, vous commencez... Je commence on va dire, à avoir quelque chose, à ressentir quelque chose. Voilà. Vous voyez, parce que c'était tellement plat ces dernières années, où vraiment je oui, mais parce qu'on peut trouver, vous savez, on peut trouver une forme d'équilibre et d'ailleurs être bien sans forcément vibrer ou être dans le désir ou être amoureux. Il y a des périodes comme ça dans la vie. Je crois que, enfin, on n'en parle pas trop parce qu'on est aussi dans un monde où c'est presque tabou de ne pas avoir de vie amoureuse ou de vie sexuelle. Mais vous savez, il y a beaucoup plus de personnes qu'on ne le croit. Hommes et femmes confondus où on n'imaginerait pas parce que c'est pas le côté voyez la personne qui on se dit bah oui ça doit être effectivement compliqué, non pas du tout. Aussi bien des hommes que des femmes séduisants mais qui se sont organisés une vie enfin finalement et qui sont pas si mal, c'est ça, c'est-à-dire que par moments il y a des manques, évidemment, il y a des manques, mais pas suffisamment pour que ça donne envie de bouger. De faire le pas de côté. Ces dernières années. Et là, oui, finalement. J'étais bien finalement. Il y avait des moments où la solitude pèse, mais par contre là, la solitude me pèse quand même. En fait, c'est surtout pas tant la solitude, c'est surtout d'être avec, de partager des choses, voilà, partager des choses à deux, quoi, entre adultes, quoi. Enfin autre qu'avec mon fils, voilà. Et c'est ce qui commence à me manquer. Ce qui vous donne envie. Qu'est-ce qui fait que vous avez déménagé? Vous me dites pas très loin, mais vous en avez aussi. C'est parce que tout simplement parce que le loyer. Le loyer, d'accord. Vous avez pris plus petit. Donc j'ai pris beaucoup plus petit, plus petit. Et oui, mais vous n'êtes pas resté dans la même ville. J'habite à Paris. J'habitais à Paris et c'est vraiment la banlieue très très proche, quoi. Hein, vraiment. D'accord. Oui, donc vous pouvez continuer à avoir vos relations, vos amis. Ça ne change pas. C'est juste ça, c'est bien. Un peu plus loin, mais c'est pas gênant. Oui. Je trouve que c'est même plus agréable où je suis. Bon. Donc finalement, vous avez gagné au change, là. Oui, j'ai gagné au change. L'appartement est plus petit, mais beaucoup plus agréable. Je m'y sens beaucoup mieux, en tout cas. Donc, curieusement, c'est important. C'est une façon de vous donner un nouveau départ aussi, un peu avoir votre nid à vous. Voilà, c'est un peu ma bulle, mon nid à moi. Et donc, voilà, quoi. Et donc, c'est maintenant, ce que je vous disais, donc, c'est que quand j'ai rencontré cette personne, on a discuté, de tout, de rien. Mais voilà, il s'est rien passé. C'est ça, j'oubliais l'essentiel, vous avez raison de m'y ramener. Je suis désolée. Je m'égare là, je suis dans l'appart et tout, mais c'est vrai, vous avez raison de me ramener. Alors cet homme qui vous a plu, vraiment là. Il m'a plu, il m'a plu. Et donc, j'ai toujours, j'ai 3 cousines et il y en a 2 qui se sont chargées d'aller lui donner mon téléphone. Elles sont bien vos cousines, j'ai eu beaucoup de chance. Il n'y a pas longtemps que nous avons entre guillemets renoué, on s'était perdu de vue. Et j'ai notamment avec une où j'ai vraiment un excellent feeling, quoi. Vraiment. C'est bien. Vous allez pouvoir la voir souvent. Elle est proche. Elle est proche. Géographiquement, elle n'est pas très proche, mais elle est dans Paris, quoi. Donc je veux dire. Ça va. Oui. Et alors, donc, il vous a vraiment plu, cet homme, au point que vous en parliez à vos cousines et qu'elles aillent le trouver pour prendre un peu des renseignements sur lui. Voilà, elles le connaissent bien, et donc elles lui ont donné mon numéro de téléphone. J'ai quand même eu un sursaut de courage, quand même, et j'en rigole maintenant. J'allais quand même lui demander s'il pouvait me ramener chez moi. Mais j'étais comme une gamine en disant à 3 j'y vais. C'est mignon. 1, 2, 3. Vous imaginez. Et il a accepté. Et il m'a dit mais je suis pas seule. Je fais oups. Et en fait c'était un copain. Bon, j'avais pas vu le copain. Et donc il m'a ramené très charmant, à très bientôt. Il y avait un copain qu'il devait. Il devait le ramener aussi. Donc bon, c'était moins drôle. Mais bon, on a discuté. Oui, vous n'avez pas pu l'inviter à prendre un verre. Je sais pas si. Non, mais c'est bien. Vous êtes audacieuse, c'est bien. Je sais pas si je l'aurais fait moi. Je sais.
Non, c'est vrai, il faut, c'est bien que. Et alors, oui, mais seulement il y avait pas, évidemment, il y avait le copain qui était là. Il s'est pas rendu compte qu'il gênait un peu le copain. Il pouvait pas prendre un taxi. Il a pas bougé, non, il a pas bougé. Oh, il est resté dans la voiture. Donc bon, voilà quoi. Ils sont pas ensemble. C'est pas le copain, c'est pas. Non. Mais alors vos cousines, si elles le connaissent, cet homme, elles peuvent peut-être vous organiser. Je sais pas, elles pourraient pas organiser à nouveau une petite rencontre, un dîner, quelque chose. Je leur en ai parlé. Il m'a fallu aussi un peu de courage. C'est ça. Avant, j'avais beaucoup de courage, j'avais pas peur. Et là, vous voyez, de tout. Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses à reprendre. On sort un peu de sa zone. Vous êtes sorti de votre zone de confort, comme on dit maintenant. Je me suis forcée. C'est pas évident. Mais moi, je trouve ça déjà très courageux d'avoir été trouver cet homme pour lui. Non, mais je trouve ça génial. Je suis en train de rougir. Je vous admire parce qu'alors moi, je trouve face à un homme qui m'intimide, au contraire, moi, je regarde mes chaussures, vous voyez. Donc je trouve bravo. Mais comme je savais pas quand est-ce que j'allais le voir, je suis puis mince, voilà quoi. Je me suis dit, on va tenter. Mais bon, voilà. Et donc, il y a une cousine qui l'a appelé et elle lui a donné mon numéro. Il avait dit, oui, mais Patricia, elle a dit, oui, j'ai remarqué qu'elle me faisait, comme il a dit, qu'elle me faisait du rentre-dedans. Voilà. J'ai dit, quelle bougeuse. Oh là là, oui, alors là, vous avez pas dû aimer, oui. Quoi, je suis partie dans des délires. Après, je me suis dit, oh là là. Oui, c'est pas agréable. Non, c'est pas agréable. Mais bon. Non. Oui, mais enfin, il dit ça un peu, c'est une façon de, c'est pas, il botte un peu, enfin, c'est une façon de, il a remarqué et ça a pu l'amuser aussi. Il peut trouver ça. Oui. Et puis, moi, je dis aussi alors, je sais pas si c'est vrai ce que je vais dire, mais quand on remarque, moi, je l'ai remarqué, mais moi, je pense aussi qu'il m'a remarqué. Ou alors peut-être, est-ce que vous pensez que justement quand on regarde qu'il y a quelque chose, parce qu'il a dit elle est venue me chercher plusieurs fois, mais c'est faux. Je suis allée le chercher, mais lui, il est venu me chercher. Oui, aussi. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui se passe, enfin. J'avais peur de me faire des films, en fait. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas habitué à vous faire des films. On sent bien jusque-là, vous voyez. Peut-être que justement, le désir, il y a quelque chose qui se passe parce que vous avez senti aussi son regard à lui posé sur vous. Quand même. Il y a quelque chose. Oui. Mais bon, après. Des fois, je me dis peut-être c'est trop beau. Il y a quelque chose qui se passe, c'est pas, ça se définit pas ça, mais je pense que vous avez pu sentir cet homme-là aussi. Vous savez, dans le désir, il y a quelque chose de follement contagieux. C'est ce qui est très agréable. C'est aussi on désire aussi parfois celui qui nous désire. Enfin, vous voyez, c'est tout à fait, oui. Quelque chose. Je sais pas, voilà. Bon, en tout cas, il faudrait. Il a mon numéro. Bon, vous n'avez pas le sien, non. Je peux l'avoir le sien, mais j'ai pas voulu. Je peux. Alors par contre, je me sens pas de l'appeler. Oui, je comprends. Et lui, il est peut-être plus parce que c'est compliqué aussi. Finalement, vous n'avez pas eu tellement d'échanges, vous vous rappelez? Oui. Non. Et il est seul, cet homme, ou vous en savez un peu plus? Quelle est sa vie? Sa vie, elle est il est avec une personne qui habite pas Paris. Je sais pas où elle habite, mais je sais qu'elle habite pas Paris. Oui. Voilà, mais bon, apparemment, il a un peu de mal à se stabiliser un peu, d'après ce que j'ai compris. Donc il papillonne un peu. Tout petit peu, mais bon, à part. Bon. Vous voyez, on sait pas, voilà. Vous savez pas trop. Alors vous savez que vous, ma chère Patricia, vous brisez les cœurs des auditeurs là. J'avais un message, j'attendais pour le lire. Moi, j'attendais de Jean-Pierre qui dit quand vous parliez de votre solitude amoureuse, Jean-Pierre dit moi aussi je suis seule et j'aimerais beaucoup en parler avec Patricia parce que je la trouve tellement lumineuse et pétillante. Et puis là, alors ça c'était à 23h35 et puis à 23h42, Jean-Pierre il dit non, j'annule mon précédent message, elle est déjà presque amoureuse et beau joueur, il dit j'en suis heureux pour elle. C'est gentil. C'est gentil, c'est délicat en tout cas. C'est délicat. C'est délicat. Mais en revanche, Yves et Zorro restent sur le coup, si je puis me permettre. Je me permets avec vous, vous avez de l'humour. Oui. J'ai Zorro quand même pour vous. Il est à Lyon. Et il dit moi j'aimerais vraiment rencontrer Patricia. Il est tombé sous le charme. Il y a également Yves. Il a 42 ans. Il est séparé depuis peu après 20 ans de vie commune. Il dit je me reconnais. Il dit après tout allez profitons-en. Pourquoi pas. Écoutez, pourquoi pas. Pourquoi pas. On pourra parler déjà, de discuter un peu. Il faut juste que Yves il a oublié de mettre son numéro. Mais Zorro lui il a pas oublié. On a le sien.
D'accord, très bien. Mais peut-être que vos cousines peuvent. Je comprends que l'appeler, c'est quand même plus délicat. Ça fait vraiment trop aller le chercher. C'est pas très agréable. Va, non. Un minimum de. Oui. Je veux bien quand les temps ont changé. En ce moment, je vois que tout a changé. Je veux dire, même le monde du travail, le CV, les entretiens, tout ça. Là, j'essaie de me mettre à jour, vraiment d'être plus, comme on dit, 2015, 2016. Vous changez de logiciel. Ah ouais, exactement. Là, j'ai enlevé la vieille disquette et j'ai remis. Oui, non, je pense que ça va aller. Hein. Et même, alors je veux bien aussi que maintenant on est un peu plus libérés, nous les femmes, tout ça, mais il y a un minimum quand même, voilà. Je trouve que j'ai déjà fait pas mal, d'aller lui demander de me raccompagner, de lui demander... moi je trouve, vraiment, moi je trouve chapeau d'avoir osé, mais c'est bien, moi je vous envie, j'aurais bien aimé avoir ce courage. Non, il n'y a pas à avoir honte, attendez, vous ne l'avez pas sauté au cou. Non, non, moi je trouve ça charmant au contraire, non. Oui, voilà, ça peut être... Alors après, bon, comme si c'est quelqu'un qui, vous voyez, il faudrait, vous n'avez pas eu le temps, il vous a repéré, mais de là accroché au point d'aller, en plus on est dans la période des fêtes, vous appelez, vous verrez, vos cousines pourront peut-être vous organiser un petit truc. Elles m'ont demandé, il y en a une qui m'a demandé est-ce que tu veux qu'on organise quelque chose, et là j'ai dit non, j'ai dit ça fait trop gros. Ça fait trop. Il sait maintenant. Ça dépend comment c'est fait. C'est sûr que si c'est un dîner, un truc un peu formel, mais ça dépend. Ça peut être dans le cadre d'une soirée ou autre. Oui. Bon, à voir quand même. Je ne sais pas. Oui. Vous verrez bien. Je verrai bien, mais j'ai dit je vais attendre. Il a mon téléphone s'il a envie de faire connaissance. Hein. Vous pouvez, oui, vous pourrez, vous verrez. Il faut suivre un peu vos envies. Si vous pouvez avoir le sien, lui envoyer un petit texto. Après tout. Après tout, je me dis aussi, pourquoi pas. Au début, c'était non catégorique. Après, je me dis. Il faut tenter, hein, comme ça. Hein. Et alors côté boulot, parce que vous avez des projets, des perspectives là. Alors côté boulot, pardon. Bon. Côté boulet, vous êtes servi. Je vous ai tout dit. Ou le boulot, c'est un boulet. Bon, vous m'avez tout dit. On va aller passer à la question suivante. On va rester sur vos amours, hein, ma chère Patricia. C'est plus sympathique. Je veux pas vous ennuyer. Non, côté boulot, c'est non, mais vous n'êtes pas obligé de répondre, hein, j'ai compris. Non. Simplement peut-être dire dans quoi vous travaillez, on sait jamais, parce que je suis sûre qu'il va y avoir plein d'auditeurs qui vont appeler pour vous, ça. Mais qui sait, si jamais le Père Noël vous écoutez, on a envie de vous proposer un job. J'aimerais bien. Alors moi, je suis assistante de direction. D'accord. Et mon petit plus, entre guillemets, c'est que je suis bilingue. En espagnol. Oh là là, oui. Voilà, biculturelle, parce que j'ai vécu quand j'étais jeune en Espagne. Oui. Et donc voilà. Et donc c'est vrai que je voulais arrêter. C'était un peu ça ma démarche quand j'ai arrêté dans la boîte là qui a été rachetée. Je voulais arrêter ce job. Vraiment, j'ai dit stop. Mais confronter un peu à la réalité, c'est ce que je sais faire. Et je suis en train de changer. Et je me dis peut-être rester dans ce travail. Oui. Et justement de le faire évoluer dans l'Espagne, parce que moi j'adore l'Espagne, et puis comme je parle bien la langue, si vous voulez, c'est un avantage. Oui. Donc me dire peut-être que de changer l'environnement, j'étais dans l'immobilier, et là maintenant de changer d'environnement, d'être dans autre chose, je ne sais pas quoi, où on parlerait espagnol éventuellement pour que ce soit un peu plus agréable. Ça repart en plus l'économie en Espagne, ça y est, heureusement ils sortent là de la crise terrible, ils sortent de la crise, ça se remet, donc en plus vous arriveriez pile au bon moment là. Voilà, donc je me dis pourquoi pas avoir à réfléchir. J'arrive pas à voir vraiment très clair encore, hein. Je vous assure, c'est assez... Comme je dis, c'est assez nuageux encore. Ah oui, mais quand même, ça se précise un peu. Ça commence à se préciser au niveau boulot parce que justement, j'ai refait mon CV, donc c'est marqué quoi, noir sur blanc ce que j'ai fait. Donc je me rends compte, parce que j'ai quand même un défaut, c'est que je ne me rends pas compte de ce que je fais. Quand vous me dites oui, c'est vachement courageux ce que j'ai fait, par exemple, quand je suis allée parler au jeune homme, on va dire, je me rends pas compte sur le moment que c'est courageux. Ces décisions que je les ai prises toutes seules, ces décisions. Hein. C'est moi et moi-même. Oui, mais comme vous dites, vous êtes intuitive et vous avez raison. Pardon, ça vous a réussi. Il y a des gens, parfois, il faut pas toujours suivre son instinct. Il y a des moments, mais finalement, ça vous a réussi parce que derrière, on sent que vous êtes bien structuré. Enfin, vous savez, c'est pas, vous prenez pas des risques inconsidérés. Enfin, on sent que vous avez les pieds sur terre. Vous avez beaucoup de fantaisie, de l'humour, beaucoup d'humour, mais vous avez les pieds sur terre.
Oui, donc, quand même. Oui. Mais ça, c'est grâce à mon fils, quoi. Depuis tant d'années, justement, c'était ma ligne de conduite, quoi. Il y avait, mon fils, et il y avait, je veux dire, toujours qui manque de rien, qui a une bonne éducation, qui est vraiment, vous voyez, pas strict, mais... Non, mais ça vous a imposé de lui donner un cadre et des repères. C'est très important pour moi, ça, par rapport à mon fils. Mais à cette période, vous ne les avez pas encore, vous êtes encore dans vos 49 et demi, mais il y a parfois, c'est comme une forme de... pas d'adolescence, ça serait quelque chose, mais il y a quelque chose comme si à nouveau on s'autorisait à être un peu au plus près de soi-même, de ses désirs, en tout cas plus laisser ennuyer, pour ne pas dire plus, par des choses qui sont pas importantes, parce qu'on a conscience, une prise de conscience aussi que le temps passe et que finalement les belles années, elles sont là, à vivre là. Oui, voilà, c'est ça, il m'en reste quelques-unes, donc j'ai envie d'en profiter maintenant, en fait. Je comprends. D'être bien. Voilà. Quand je dis profiter de la vie, ça veut dire pour moi, ça veut dire d'être bien. Et ceux qui nous écoutent vous envoient plein de bonnes ondes parce qu'il y a Flo qui dit merci pour vraiment votre histoire qu'elle trouve très sympa. Elle dit courage. Alors je comprends pas bien votre message, Flo, parce qu'elle dit moi j'ai osé 700 km plus loin, ça fait 12 ans de mariage et de bonheur. Donc peut-être qu'au départ avec un homme qui était pas du tout à côté, quoi. Et puis finalement elle a foncé, je sais pas de quelle façon, mais en tout cas aujourd'hui ils sont mariés et tout va très bien. Il y a Yves qui renvoie un petit message en disant moi je veux bien me mettre à l'espagnol. On a un message de Joe et Ramon qui dit moi vous me plaisez beaucoup et je suis espagnol. Ils se battent là, vous voyez, au standard. Ils sont gentils, merci. Il y a quelqu'un qui me dit je suis montagnard parlant espagnol et je laisse mon téléphone. Vous adorez la montagne en plus. Oui, j'adore la nature. Alors maintenant il nous manque juste quelqu'un qui aurait envie de recruter une assistante de direction extrêmement dynamique, pétillante, chaleureuse, sympathique, bilingue, parlant espagnol, et puis on sent pleine d'énergie. Donc franchement, 39-21, si vous avez une proposition honnête ou un petit peu moins, après tout, Patricia et Coquine, un peu de folie, on en a besoin. Mais c'est ce qui me manque un tout petit peu. Voilà, vous avez beaucoup de fantaisie quand même. Vous avez beaucoup de... Oui, si. Oui. On sent. Faut que je me décoince un peu en fait. Trop dans le... Non, attention, qu'il n'y ait pas de malentendu. Attention. Mais on peut se décoincer, vous savez, un peu de partout. Un peu de partout. Oui. Voilà. Et un peu de, un tout petit peu de folie, un peu de je comprends. Tout petit peu de fantaisie. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça, vous en avez beaucoup, je trouve, mais vous seriez prête à vous laisser un peu emporter, un peu. Oui, voilà. Oui, on a besoin, je comprends. Un tout petit peu, oui. Je comprends. Il y a Alain de Lille qui dit vraiment, alors si les femmes se mettent à courtiser les hommes, qu'est-ce qui va nous rester? Mais il rigole parce qu'il dit vraiment bravo, Patricia. Merci. Et puis il y a Frésia qui dit qu'est-ce que ça serait bien que vous rappeliez. Elle attend la suite, Frésia, promis, avec impatience. Après les fêtes. Après les fêtes. Et il y a Clélia justement ils sont adorables parce qu'elle dit par rapport, elle poursuit avec cet homme, elle vous donne peut-être une petite idée. Elle dit pourquoi pas un petit texto pour lui souhaiter un joyeux Noël et encore merci de m'avoir accompagnée. C'est une bonne idée. Oui, je trouve ça. C'est mignon, c'est pas intrusif. Oui. Ça correspond à la période. Ça peut permettre après pour les vœux. Pour les vœux de. C'est pas rentre dedans. Ça reste un petit appel. C'est pas mal, elle a une super idée, je trouve, Clélia. Oui. Oui, vous voyez, j'aurais pas pensé, mais c'est pas mal. Joyeux Noël, merci de m'avoir accompagné. Vous signez, voilà. Et c'est sobre. C'est sobre, c'est vrai. Je le note. Vous le notez? Oui. Oui, les bonnes idées, oui. Et puis, il y a le valet de cœur qui dit je ne parle pas espagnol, mais j'ai pas mon pareil pour jouer des castagnettes. Olé, viva España, j'en ai plein. Elles sont sympathiques. En tout cas, ils ont envie de vous entendre, de savoir quelle est la suite de votre histoire. Avec grand plaisir. Avec plaisir, alors on fait ça au début de l'année. On fait ça au début de l'année. On laisse passer les fêtes. Je vous écoute tous les soirs. Donc, alors je vous dis à très vite. Je vous embrasse, ma chère Patricia. Et puis bien sûr, si on a des contacts, je pense qu'on va en avoir pour vous. Et aussi, j'oublie pas le côté boulot, ça compte quand même aussi. 39-21 pour Patricia. Et vous pouvez peut-être donner mon... Enfin, je sais pas comment ça se passe. Alors, en général, non. On ne donne pas votre numéro. On transmet le numéro des personnes qui souhaitent entrer en contact avec vous. Flo précise, elle a quitté Avignon pour le Loiret et c'est là, visiblement, où elle a rencontré son amour. Bon. Ah, d'accord. Voilà. Bon.
Voilà, on a toute l'histoire également. À bientôt, Patricia. À très bientôt, bonne Caroline. Fête. Merci beaucoup de m'avoir écoutée. Très bonne fête à vous. Au revoir, c'était un plaisir. Au revoir. Merci. Toc toc, such a shame. Allez, pour Mimi, le boulanger, parce qu'il adore la programmation musicale ce soir. Ah, puis vous avez beaucoup aimé l'intervention de Patricia, et je vous comprends. Il y a Nanou qui dit c'est un rayon de soleil, Patricia. Vraiment, merci d'avoir appelé, et puis on espère vraiment qu'on aura la suite de l'histoire. Il y a Frésia aussi qui, c'est vrai que son enthousiasme était contagieux. Frésia, elle dit, elle a ouvert le champ des possibles. Merci à elle. Elle s'en rend pas compte peut-être, puisqu'elle était dans une période où justement elle se posait beaucoup de questions. Et puis alors les enchères montent du côté des garçons, puisque le montagnard, il n'en dit pas plus, mais il invite Patricia à Chamonix faire du ski. On va transmettre vos numéros, ne vous inquiétez pas. Je comprends que vous soyez tombé sous le charme. Puis il y a Marie-Claude aussi qui dit vraiment ça fait du bien, comme ça des éclats de rire dans la soirée. Merci à elle d'avoir appelé. Qui est avec nous là? Oh, je sais plus, on n'a plus trop le temps de... Non, il nous court quelques secondes et il va être minuit sur Europe 1. Donc, allez Fifi, on envoie le carillon. On est pile à l'heure. Ensemble pour, j'allais dire, une heure de direct, un petit peu moins, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin et la ligne est ouverte, évidemment, au 39 21 pour me parler, pour dialoguer peut-être avec un auditeur ou une auditrice. Vous pouvez également me faire part de vos réactions par mail sur le site europe1.fr ainsi que par SMS au 7 39 21. Des messages encore pour Patricia. C'est Jane qui m'envoie un message en espagnol. Alors je vais dire juste le début parce qu'elle dit hasta la vista, et le reste malheureusement, j'ai fait allemand moi, en seconde langue et pas espagnol, donc malheureusement j'ai pas la suite. Allez, on va accueillir. J'ai la suite, mais j'arrive pas à la lire plus exactement. Vous savez, moi et les langues, ça fait deux. Allez, on va accueillir maintenant Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Déjà, je tiens à m'excuser auprès des auditeurs de passer après Patricia. Pourquoi ? Ça va pas être aussi, parce que ça va pas être aussi joyeux que Patricia, malheureusement. Ah mais oui, mais vous savez, il faut pas, vraiment vous en vouloir de ça. Cette émission, c'est une libre antenne, donc vous voyez, on n'est pas là. On a plus souvent, d'ailleurs, des moments, des questionnements ou des gens qui sont dans un moment un peu difficile. Et c'est bien aussi de passer des réactions ou de gens. J'allais dire, elle est en questionnement aussi, Patricia. Mais enfin, il ne faut pas que vous ayez de scrupules par rapport à ça, quoi. C'est une libre antenne. On parle de tout en fonction de son humeur du moment. Donc il n'y a pas que des. C'est bien aussi d'avoir des éclats de rire. C'est un peu à l'image de la vie, Voilà. Des moments... En tout cas, ça m'a fait du bien de l'entendre et de vous entendre rigoler, quoi, du coup. Ah vous voyez, c'est ce que j'ai beaucoup de messages comme ça qui me disent que ça fait du bien, entre des témoignages parfois un peu difficiles, d'entendre aussi un peu une respiration, un sourire, voire des éclats de rire. Ouais. Alors, on va vous écouter. Vous êtes marié depuis 12 ans, c'est ça ? Voilà. Alors, en fait, je suis marié depuis 12 ans. Il se trouve qu'on a eu quelques petits... depuis 12 ans, on était... alors, pas depuis 12 ans, mais depuis 5 ans, de 2010 à 2015, on était dans le sud-ouest avec ma femme. Et il se trouve que cette période-là était pas la meilleure, malheureusement. Et que mon attitude envers ma femme et ma fille n'était pas top non plus. Je pourrais même me qualifier de tyran parce que j'ai pas eu de gestes physiques envers eux,
mais c'était oral. Et pourquoi? Qu'est-ce qui se passait? Pourquoi vous... Alors, un mal-être déjà dans un premier temps par rapport au travail. Le Sud-Ouest, c'est très saisonnier, c'est une super belle région. J'ai vécu quand même de bons moments, mais... Vous étiez où? Dans un petit village qui s'appelle Ainoa. D'accord. C'est un des derniers villages après la frontière espagnole. C'est après le village d'Espelette que... D'accord, oui, je situe mieux. Pour resituer un petit peu, ouais, je pense que tout le monde connaît peut-être plus Espelette. Enfin, oui, Ainoa, mais par le piment d'Espelette. Voilà, c'est le piment d'Espelette qui parle plus aux gens, quoi. Et du coup, voilà, on était dans ce petit village. Et donc si vous n'avez pas, donc on était quand même à 25 km de chaque grande ville, donc de Bayonne, de Saint-Jean-de-Luz et de Biarritz. Oui. Et donc du coup pour le travail pas si évident. Et en 2010 en fait moi j'ai terminé mon contrat dans l'armée et on est tout de suite venu dans le Sud-Ouest. Et du coup si vous voulez j'ai pas eu le temps de me former. Et du coup je suis un petit peu parti sans rien, quoi, sans bagages. Enfin, j'ai des bagages, mais disons que dans le Sud-Ouest... Pourquoi êtes-vous parti alors? Alors en fait, ma femme est originaire de là-bas, et elle voulait absolument descendre dans le Sud-Ouest, et comme on avait déjà passé quelques vacances là-bas et que ça nous a énormément plu, donc du coup, donc j'ai hésité longuement et je lui ai dit oui, on y va, quoi. Et du coup on est tombé dans ce petit village. Et malheureusement, ce qui nous aurait aidé, c'est d'être au centre-ville directement, quoi. Mais après, alors qu'est-ce qui se passait? Parce que on va pas trop rentrer dans les détails. Dans un premier temps, essayer de comprendre ce qui vous préoccupe. Donc vous avez eu le sentiment que vous avez été très difficile à vivre pendant ces 5 ans. Voilà, en fait, pendant ces 5 ans, j'ai été difficile. Avec votre femme et avec votre fille. Voilà. Et du coup, ce qui m'a valu aujourd'hui, donc en 2015, août 2015, donc je suis reparti sur la région rennaise pour le travail, en laissant ma femme et ma fille donc sur Bayonne. Et aujourd'hui, elle me manque énormément. Et j'ai des doutes aussi sur. Alors en fait, le but c'est que j'ai quelques dettes à rembourser. C'est de travailler pour les rembourser et qu'au bout d'1 an et demi à peu près, elles remontent sur la région rennaise pour qu'on vive à nouveau ensemble. Mais c'est là où j'ai mis un doute, parce que quand je l'ai au téléphone, je la sens distante, et je me demande si un jour réellement elle finira par remonter ou pas. Donc aujourd'hui c'est la question que je me pose, et en fait je me torture l'esprit par rapport à ça, en fait. Alors il y a beaucoup de choses qui sont pas claires. Parce que finalement, vous dites, vous aviez des problèmes dans votre travail qui ont fait que vous étiez, vous définissez comme un tyran, je ne sais pas, à ce moment-là, difficile à vivre. Elle vous faisait des reproches, votre femme? Du tout. Ouais. C'est vraiment quelqu'un très très agréable à vivre. Mais c'est vrai que j'ai vraiment un caractère de cochon et que en fait j'ai fait dépression sur dépression, en fait. Vous étiez mal à ce moment-là, mais agressif du coup. Voilà, très mal dans ma peau et agressif envers eux, quoi. Mais elle ne vous faisait pas de reproches pour autant? J'ai envie de dire malheureusement non, ça m'aurait peut-être... Oui, ça vous aurait permis peut-être de réagir, de réagir plus tôt. Du coup, aujourd'hui, je me rends compte, avec la distance, et j'ai réussi à mettre des mots aussi là-dessus, à lui dire que j'ai été invivable pendant ces années. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Et que je regrette. Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Elle m'a dit que j'avais raison. Et là-dessus, je lui ai posé la question, pourquoi t'as pas réagi avant? Et là, elle m'a dit, j'avais peur de ta réaction. Et là-dessus, je lui ai dit, mais
j'étais aussi tyrannique que ça. Elle m'a fait oui. Et tu t'en rendais même plus compte. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison aussi. Pourquoi elle ne réagissait pas à ce moment-là? Enfin, peur, elle craint. Et voilà, je ne comprends pas pourquoi elle m'a pas fait réagir. Alors, on va peut-être pas revenir sur ce passé-là, parce que là, ça nous aide pas vraiment à comprendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous inquiète, en fait? Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est le fait de savoir si réellement elle finira par revenir ou pas, quoi. J'arrive pas. C'est-à-dire qu'alors déjà il y a une question revenir, c'est-à-dire que elle voulait aller dans cette région, dans la région du Sud-Ouest, parce qu'elle y a sa famille, ses racines, et vous n'avez plus envie d'y rester, et vous voudriez qu'elle revienne dans la région. D'accord. Je voulais la faire remonter, elle et ma fille, en Bretagne. En fait, c'est ce qu'on s'était dit avant que je parte, si vous voulez. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression, par les discussions que j'ai avec elle au téléphone ou par message, que elle est pas très elle n'est pas très enthousiaste, pas très motivée à vouloir. Mais vous n'avez pas que des discussions par téléphone? Si. Vous ne vous voyez plus, vous ne retournez plus. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus? Là, depuis mi-août, on s'est vus. Je suis descendu les voir pendant 4-5 jours en novembre, et là j'y retourne pour les fêtes. Et pourquoi vous n'y allez pas plus? C'est compliqué déjà, c'est vrai que... Par rapport au travail. Oui, mais c'est un choix que vous avez fait vous aussi. Enfin, j'imagine que vous en aviez un peu parlé avant quand même. Oui, on en a parlé. Parce que ça impose un changement de vie, le fait de vivre séparés, vous en Bretagne, elle avec votre fille dans le Sud-Ouest. Donc, vous l'avez décidé ensemble, ça? Oui, tout à fait. Bon. Alors, finalement, c'est à nouveau, il faut pouvoir en parler ensemble, parce que vous culpabilisez beaucoup de cette période où vous avez été, dites-vous, très difficile à vivre. Bon. Et je m'en veux énormément parce que j'ai pas su assumer mon rôle en tant que mari et en tant que père. Disons que vous ne pouviez pas. Semble-t-il, vous dites que vous étiez en dépression, vous étiez très mal, vous étiez... Bon. Donc, vous endossez toute la responsabilité, combien même vous avez été très difficile à vivre. Après tout, on pourrait dire que votre épouse aurait pu vous dire, écoute, là... qu'est-ce qui se passe? Moi, ça devient trop difficile, ou au moins pour elle, pour votre fille. Il faut qu'on trouve une solution. Moi, j'ai pas envie de vivre dans un climat aussi stressant, ou pesant, ou étouffant, ou avec un peu de peur. Vous voyez, après tout, elle aussi pouvait. C'est à deux là. C'est là où il y a quelque chose qui va pas. Où on a l'impression que vous n'échangez plus beaucoup. Du coup, avec la distance, un petit peu moins. Oh, mais même avant. Puisque même quand vous étiez, là vous parlez de cette période où vous étiez ensemble, alors vous étiez un peu isolé, replié en vous-même parce que vous alliez mal, mais enfin vous étiez deux. Refermé, ouais. Oui, mais donc il y a un moment qu'il est là, le malaise. C'est pas lié simplement à l'éloignement géographique. Est-ce que vous allez mieux, vous déjà? Mieux parce que je travaille. Mais là où je suis vraiment pas bien, c'est au niveau de mes sentiments vis-à-vis de ma femme, quoi. Parce qu'aujourd'hui, j'ai réellement l'impression de la perdre, en fait. Oui, vous trouvez qu'elle finalement, elle n'aimait pas elle ne vous dit pas que vous lui manquez ou que. Il y a des petites attentions comme ça. Il y a des petites phases au téléphone ou par message que des petits mots comme ça qu'il y a plus, et du coup même quand je lui dis les choses par rapport à moi, la manière dont je me suis comporté, j'arrive à mettre des mots aujourd'hui là-dessus, j'arrive à lui dire que j'ai été un sale con. Mais qu'est-ce que vous reprochez au juge? Est-ce que c'est allé assez loin, votre attitude? Non. Moi, je trouve que dans mon attitude, oui, je l'ai cassé, en fait. J'ai l'impression d'avoir cassé ma femme. Oui. Pourquoi? À quel niveau? Qu'est-ce qui se passait?
Niveau physique, et en fait, si vous voulez, pour faire rapide, elle a une maladie de Crohn qui touche les intestins. Elle avait du poids avant. En fait, moi, j'ai été attiré par les femmes un peu rondelettes, donc elle avait un peu de rondeur. Et avec cette maladie, elle a tout perdu. Oui, forcément, oui. Et du coup, j'ai eu des attitudes, des mots envers elle qui n'étaient pas très jolis. Parce que du fait de la perte de son poids, du coup, c'est pas la femme que j'avais épousée. Enfin, ça remonte vraiment à ce moment-là. Oui, mais j'entends, ça touche à des choses effectivement très douloureuses, parce que déjà cette maladie, la maladie de Crohn, est extrêmement pénible, douloureuse d'ailleurs. Ouais. Enfin, c'est très invalidant, c'est très difficile, c'est très fatigant. Enfin, et donc vous étiez mal par rapport à vos problèmes de boulot, mais elle avait cette maladie, et oui, vous semblez dire que vous étiez, au lieu d'être soutenante de l'aider, au fond, vous étiez, parce que parfois on peut être en dépression, mais pas agressif pour autant. Là, je comprends que vous utilisiez le terme cassé, c'est-à-dire que elle ne pouvait rien. En plus, cette perte de poids, elle n'a pas décidé de se mettre au régime, c'est vraiment lié à cette maladie. Donc, mais bon. Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui, si ce n'est lui dire, et en tout cas certainement pas par téléphone. Il faudrait que vous arriviez à vous retrouver, à pouvoir vous parler, et peut-être lui faire part d'ailleurs de vos peurs, en disant que vous vous êtes rendu compte que vous avez été odieux à certains moments avec elle. Vous regrettez de ne pas avoir pris soin d'elle, mais que vous-même vous étiez trop mal. Bon, voilà, vous n'allez pas pouvoir toujours. Il faut qu'elle dise quelque chose aussi par rapport à ça. Est-ce qu'elle a toujours le désir, malgré cette période extrêmement difficile que vous traversez? Elle va mieux, elle, ou comment? Par rapport à sa maladie? Oui. Non. Non, c'est ça le problème, c'est que c'est vraiment. Elle l'a contracté en 2005. Oui. Là-dessus, elle a eu un cancer du sein avec une ablation totale. Oh là 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 là. Oui. D'accord. Oui. Ouais, non, elle est garnie au niveau santé, elle est vraiment garnie. Oui, donc elle doit bien avoir besoin d'être proche de sa famille et aujourd'hui, ce qui me fait mal, et d'être entourée. Hein. C'est de ne pas avoir réussi j'ai l'impression que je suis en échec par rapport à ma famille, en fait, et ça me fait extrêmement mal. Et du coup, oui, mais en plus, en même temps, vous êtes parti. Oui, je sais. Oui, mais j'entends bien. Mais ça, c'est avec elle qu'il faut en parler. Est-ce qu'elle a toujours? Est-ce que c'est vraiment avec elle qu'il faut en parler? Parce que effectivement, vous me parliez, vous, de vos problèmes dans le boulot, mais entre elle, la maladie de Crohn, cancer du sein, avec ablation, et vous, à ce moment-là, vous étiez avec elle ou vous étiez déjà reparti en Bretagne? Non, j'étais avec elle. Oui, mais vous enfermé dans vos problèmes de boulot. Voilà. Oui, ça crée un éloignement, effectivement, là. Donc, ah ouais, mais clairement, on était ensemble. Oui. Mais vous n'étiez plus ensemble. Deux colocs, quoi. On était des colocs. Alors, la question, elle est ce que vous percevez aujourd'hui, c'est-à-dire qu'au fond, elle a besoin certainement aujourd'hui de calme. Déjà par rapport à cette maladie chronique, la maladie de Crohn, par rapport à ce qu'elle a traversé, ce cancer, de calme, de repos, d'être entourée, d'être soutenue. Et il faut savoir, la question que vous n'osez peut-être pas lui poser directement, mais après tout, est-ce que c'est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle a toujours envie de vous rejoindre ou pas? Est-ce qu'elle tient à vous? Est-ce que c'est de tout ça dont il faut parler? Oui. Parce qu'au fond, vous avez peur que ça soit allé trop loin, qu'il y ait eu des choses qui soient un peu... qui soient irréversibles. Oui, je comprends, oui, bien sûr. Il y a des choses, dans certains moments, oui, je n'avais pas tous ces éléments. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose en arrière-plan, mais je n'avais pas tous ces éléments. Donc, dans un contexte aussi difficile, est-ce que ça a vraiment abîmé votre lien, ou est-ce que vous pouvez le consolider? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre. Vous voyez, c'est vraiment, il faut que vous en parliez. Vous avez pris conscience de tout ça. Vous avez été aidé, vous, de votre côté? Qu'est-ce qui a fait à un moment que vous êtes
C'est simplement parce que vous avez changé de travail, vous êtes revenu dans votre région et donc ça allait mieux? Ouais, et puis c'est surtout le fait de reprendre aussi confiance en moi par rapport au travail, parce que du coup je suis arrivé dans la région rennaise mi-août, et 2 mois après je commençais déjà à bosser. Alors que dans le sud-ouest c'était des petits boulots par petits boulots, et j'avais des fois je restais 4, 5 mois, 6 mois sans rien avant de retrouver autre chose. Enfin, c'était vraiment compliqué, quoi. C'était vraiment très, très compliqué. Oui, mais on voit bien que vous étiez dans des réalités et qui comprend, hein, le fait que vous étiez à ce moment-là, ça vous a beaucoup déprimé, le sentiment de plus trouver votre place professionnellement, mais vous étiez vraiment dans des réalités et des priorités très différentes, quoi. Il y avait d'un côté votre femme qui se battait pour sa santé, pour même sa vie, enfin. Et vous voyez, il y a pas de, je fais pas de hiérarchie entre les deux, mais c'est vrai que vous étiez vraiment, vous le dites, comme presque deux inconnus, enfin 2 étrangers plus que 2 inconnus. Ouais, c'était ça. Et ça peut paraître comme si vous étiez, complètement passé à côté de quelque chose d'extrêmement important. Est-ce que c'est rattrapable ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, la situation que vous vivez actuellement d'être séparés n'arrange peut-être rien. Ou alors, vous, c'est peut-être ce qui vous a permis, je ne sais pas, je ne peux pas parler pour elle, vous, ça vous a permis, parce que vous vous êtes davantage valorisé dans votre boulot, de vous retrouver et de voir qu'elle vous manquait. C'est vrai qu'aujourd'hui, mais elle, on ne sait pas. Voilà, mentalement, moi, je suis bien. Je me sens vraiment bien dans mon travail, et ça se ressent aussi dans mon travail. Oui, mais c'est là où il y a quelque chose de, comment dire, j'ai peur, vous voyez, qu'il y ait quelque chose qui puisse être inconciliable, parce que le travail, c'est très important, hein, évidemment, mais à un moment, quand on est dans des enjeux de santé, et presque de survie, j'ai peur qu'il y ait deux dimensions qui ne se rejoignent pas, quoi. Ouais. Mais de tout ça, c'est avec elle c'est à qu'elle aussi, elle pourrait se rendre compte. Ça a permis, plutôt que de vous agresser, qu'elle se repose, qu'elle puisse prendre soin d'elle. Elle est entourée là-bas, elle a sa famille. Et peut-être, après tout, de son côté, elle peut réaliser que vous lui manquez. Bon, ce qui vous inquiète, c'est qu'au fond, vous ne le savez pas, mais c'est avec elle qu'il faut en parler. Parce que du coup, j'ai pas de réponse par rapport à ça, et ça. Mais non, mais parce que, encore une fois, il faut lui dire, lui poser, aborder le problème avec elle. Et ça peut pas se faire par téléphone, ça, hein. Enfin, par téléphone, vous pouvez sentir quelque chose, vous lui dites qu'elle vous manque, elle est votre fille. Qu'est-ce qu'elle vous dit, elle? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle me le dit aussi, mais en fait, j'ai l'impression que ça se retourne contre moi aujourd'hui. Si vous voulez, à une époque, elle était extrêmement jalouse, voire maladive. Et aujourd'hui, c'est paradoxal, mais j'ai l'impression que ça s'est inversé. C'est-à-dire, elle est plus distante par rapport à moi et à nos sentiments, alors que moi, aujourd'hui, ça me rend malade de ne pas savoir ce qu'elle fait, avec qui elle est, alors que j'étais pas du tout comme ça. Oui, mais le problème, c'est que finalement, là aussi, comme vous êtes mal, anxieux, vous ramenez beaucoup les choses à vous, encore une fois. Ouais. Vous voyez, je prends pas. Et finalement, je trouve, oui, là, que pour le coup, vous prenez pas assez en considération, là, une fois de plus, ce qu'elle peut vivre et ressentir. Au fond, c'est parce que il y a quelque chose de l'ordre de, elle vous échappe, comme si elle vous échappait, et d'autant plus parce que vous vous en voulez beaucoup. Donc, à un moment, vous lui en avez parlé, vous lui avez donné vos raisons. Après tout, elle aussi, elle peut dire les choses. Et là, il y a de l'incertitude. Et c'est pour ça que j'ai du mal à vous répondre, parce que je ne peux pas répondre évidemment pour elle, et c'est vraiment avec elle qu'il faut aborder les choses, quitte à aller la retrouver, quitte à passer un moment avec elle, mais quels sont vos projets? Avez-vous des projets en commun encore? Oui ou non, finalement? Parce que vous avez changé, il y a eu une... après tout...
on peut pas répondre pour elle. Et vous faites votre mea culpa. Bon, vous avez changé. Elle peut l'entendre aussi. C'est-à-dire que c'est pas comme si vous étiez ensemble déjà depuis 12 ans. Il y a eu ces périodes très difficiles où tout vous est tombé dessus, dans des registres différents. Peut-être pouvez-vous le surmonter, mais ensemble. Pas en vous enfermant, vous, dans une culpabilité qui vous empêche aussi de... Comme s'il y avait un prix à payer. Le prix à payer, c'est qu'elle s'éloignait et vous n'osez pas en parler avec elle. Parce que du coup... Vous n'avez plus confiance en vous n'avez plus confiance en elle. Et c'est ce que dit le valet de cœur. Vous menez dos à dos, il résume très bien la situation. 2 combats très différents. C'est un peu ça. Il faut à un moment vous voir ce qu'il en est. À distance, je suis pas sûr que ça puisse... la distance n'aide pas. Ça, c'est sûr. Que ça puisse s'arranger, quoi. Mais ça, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'à un moment, la distance, ça peut s'abolir. La distance, elle est pas seulement géographique. C'est là le problème. Elle n'est pas seulement géographique. C'est que vous avez... il faut pas simplement dire, oui, je me suis conduit comme un con. Je reprends votre expression. Oui, et puis voilà, maintenant, est-ce que tu me reprends quoi ? Il faut l'entendre aussi, elle. Encore faut-il qu'elle parle, mais il faut l'entendre. Vous voyez, parce que là encore, vous parlez de ce que vous ressentez aujourd'hui, de votre douleur au fond de la peur de la voir s'éloigner, se détacher. Vous en ressentez de la jalousie, alors qu'elle auparavant, c'était elle qui était jalouse. Bon, mais de tout ça, finalement, vous n'arrivez pas à parler. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à en parler ? Alors c'est vrai que ça n'aide pas d'être loin, mais après tout, y a quelqu'un qui dit allez la rejoindre, allez vraiment parler avec elle. Vous allez bien passer les fêtes ensemble, là ? Oui, on va passer les fêtes ensemble. Bon, alors ça va être l'occasion. Dans ces fêtes, vous serez pas toujours qu'en famille, vous allez un peu vous retrouver. Et ça sera l'occasion de dire Non, mais j'entends que vous vous demandez, mais si vous pouvez pas faire les questions et les réponses. Ouais, c'est clair. Si vous tournez en boucle dans votre tête les questions, vous disant j'ai peur, oui, et puis je me suis mal conduit, et puis vous n'avancez pas. Donc c'est-à-dire que c'est à un moment, il faut bien dire, je réalise que je suis complètement passée à côté. Parce que vous étiez mal vous-même, mais il n'empêche que vous réalisez qu'elle a dû beaucoup souffrir. Et que dans des moments où elle aurait eu certainement besoin de votre appui et de votre soutien. Vous ne pouviez pas, c'est une chose. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous le reprochez toute votre vie ? Vous pouvez en parler, et après, elle parle, elle dise quelque chose par rapport à ça. Est-ce que malgré tout, c'est surmontable ou pas ? C'est tout. Pour conclure, je dirais, est-ce que vous avez des projets encore en commun ? Visiblement, oui. Elle vous dit pas pendant les fêtes, écoute, désolé, c'est pas la peine que tu rentres ou qu'on soit ensemble. Vous voyez, et puis au téléphone, elle ne vous envoie pas balader. Elle ne vous dit pas, écoute, j'ai réfléchi et finalement, moi, je suis mieux. Ça me va bien que tu sois loin. Elle ne vous dit pas des choses comme ça. Donc, c'est pas forcément fichu et même pas du tout comme vous l'imaginez. Vous êtes trop en train de vous faire un film infernal. Ouais, je crois que. Mais oui, complètement, parce que vous vous en voulez, comme s'il fallait être puni du fait que vous n'avez pas eu le comportement approprié à un moment donné. En fait, mais vous pouvez pas décider, vous décidez trop tout seul. Ben oui, vous décidez. Je me punis tout seul. En fait. Ah ben vous punissez tout seul. En tout cas, c'est le sentiment que vous me donnez. Et du coup, vous décidez pour elle. Vous pouvez, d'une certaine façon, comme si déjà elle avait décidé. Vous voyez, vous pensiez qu'elle allait décider que c'était fini. Ouais. Non, il y a vous. Vous pouvez vous expliquer. Laissez-la à elle. Parler, s'expliquer, dire comment elle a vécu les choses. Et je pense qu'effectivement, ça va pas être comme ça, on se retrouve et c'est reparti. Hein. Mais donnez-vous du temps pour l'écouter aussi, pour voir la façon dont elle a vécu les choses. D'accord ? Ouais. Parce que là, c'est un peu du coup, comme vous n'êtes pas bien, quand on va pas bien, on est un peu auto-centré. C'est soit... Et à un moment, il faut aussi lui laisser de la place. Vous faites votre mea culpa, mais qu'est-ce qu'elle a à en dire, elle ? Comment elle a vécu les choses, d'accord ? Ouais. Et à partir de là, il peut naître quelque chose et se développer quelque chose. Et c'est pas forcément perdu. D'accord. Bon courage, Daniel. Écoutez, en tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Bon courage à vous. C'était très instructif, pardon. Tant mieux, si ça vous a un peu éclairé. Tant mieux. Profitez de ce temps pour vous retrouver un peu et aborder vraiment le problème. Tournez pas autour du pot comme ça. Ok, ça marche. Bonne chance. Au revoir, Daniel. Merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir. Bonsoir, Marie-Jo. Bonsoir, Caroline. Bonsoir. Vous voulez me parler de votre fille, je crois. Oui, de ma fille, d'une de mes filles
fille qui a 40 ans et qui, je sais plus quoi faire avec elle. Elle boit beaucoup trop maintenant. Elle a eu d'autres gros problèmes de drogue, etc. Et puis là, du fait de cette grosse boisson, elle est en train de perdre ses enfants, son compagnon, sa maison. Elle a fait une cure de 5 semaines dans une clinique, psychiatrie d'addictologie, alcool et drogue en septembre-octobre. Qu'est-ce qu'elle prenait comme drogue? Alors, elle prenait de l'héroïne et là, elle en était au substitut de l'héroïne depuis trop longtemps. D'ailleurs, son compagnon aussi, et elle prenait la prescription de son compagnon. Elle se faisait pas suivre. Et là, elle a 3 enfants, 16, bientôt 12 et 10. Et son compagnon lui a dit on n'en peut plus, ni les enfants, ni moi, on veut que tu quittes la maison. Donc elle est très déprimée. Il lui a demandé, les enfants, quel âge? 16, 12, bientôt 12 et 10. Oui, il en peut plus. C'est le père des enfants. C'est le père des enfants. Personne n'en peut plus. C'est une façon de les protéger aussi. Enfin, c'est très déprimant de voir l'autre sombrer comme ça et de se sentir impuissant à la soulager. Et moi, je suis impuissante. Je sais plus quoi faire. Quand je l'ai amenée à la maison, j'ai réussi à la faire hospitaliser. Elle n'était pas sortie depuis 1 heure de la clinique, qu'elle m'a demandé un apéritif. J'étais désemparée. Et puis, je pensais vraiment pas qu'elle buvait à ce point-là. Et là, elle me redemande, elle redemande au secours, mais je ne sais plus quoi faire. Oui, parce que si elle a été hospitalisée dans cette clinique, c'était bien qu'elle était à ce moment-là demandeuse. Elle était demandeuse. Oui, ça c'est bien, c'est qu'il y a quand même, il y a des moments où elle se rend compte et où elle-même sent qu'elle a besoin d'aide et qu'elle... Oui, mais là, sa mutuelle ne la prenait en charge que pendant 1 mois et maintenant... Oui, ça c'est un problème. Il faudrait trouver quelque chose parce que c'est long, hein, ces prises en charge. Il peut même y avoir plusieurs cures. Enfin, je sais mais c'est quand même. Il y a une demande. Elle n'est pas dans. Je trouve qu'avec quand même pour consommer de l'héroïne, de l'alcool, il y a quand même une demande derrière. Donc c'est plutôt porteur d'espoir, ça. Mais je ne sais pas où demander. Pour une prise en charge. Oui, parce que là. Soit une de ses sœurs, soit moi, on va passer quelques jours chez elle, on l'aide à faire les papiers, on l'aide à prendre des rendez-vous, elle n'y va pas. Oui. Vous êtes dans quelle région? Moi, je suis région parisienne et elle en Normandie. Dans le Calvados, elle est. Mais là, hier, elle est. Mais il y a des services, même dans des hôpitaux, enfin, non, elle est dans... parce qu'elle pourrait venir à Paris. La clinique où elle est allée là récemment, je me dis avoir demandé un apéritif au bout moins d'1 heure après être sortie. C'est une provocation même. Il y a quelque chose d'une provocation là, je trouve. Oui. Quand même. Mais je me dis, est-ce que c'est la clinique qui était pas bonne? Enfin, le substitut de l'héroïne, elle n'en prend plus depuis cette hospitalisation. Donc il y a déjà ça de bon. C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut pas supprimer tout d'un coup. Et donc l'alcool, il vient compenser quelque chose là. Mais déjà, si déjà elle peut tenir par rapport au substitut de l'héroïne, vous voyez, c'est déjà, ça se fait en plusieurs temps. Hein. Oui. Depuis combien de temps elle consomme de l'héroïne? Bon, ça fait il y a 16 ans, c'était avant. Oui, elle traîne un mal-être là terrible. Hein. Elle traîne un mal-être terrible. Elle a perdu son père pendant qu'elle était sous héroïne et là maintenant elle dit j'ai pas fait le deuil de papa, je suis pas allée le voir à l'hôpital. Mais bon, j'ai l'impression qu'elle récupère tout ce qui n'a pas été dans sa vie et qu'elle le ressort maintenant. Elle a fait un stage de 10 mois, parce que bien sûr, elle n'a pas de travail, elle n'a pas de ressources. Là, elle vient de toucher son premier RSA, et elle a plus d'argent. Je lui ai dit
qu'est-ce que tu en as fait? Elle dit, j'avais des dettes. On s'est rendu compte qu'elle volait de l'alcool, que... Là, peut-être que le fait que son compagnon même si c'est très difficile pour votre fille, mais dise je peux plus, puisqu'il a aussi la responsabilité des enfants. Ça repose sur ses épaules à lui, là. Oui. Bon. Est-ce que vous pensez que ça pourrait pas être quand même, au fond, quelque chose qui pourrait lui dire il faut qu'elle fasse à nouveau une démarche, parce qu'elle est en train de perdre et cet homme et ses enfants, en tout cas. Elle est attachée à lui, à ses enfants. Oui, mais lui, là, il n'en veut vraiment plus, là. Il en a vraiment assez. Malheureusement, on peut comprendre, c'est très lourd pour lui, mais pour votre fille, en tout cas, et par rapport aux enfants, puisqu'elle n'est pas à même, là, de s'en occuper. Et les enfants ne veulent pas l'avoir. Mais c'est angoissant. Ne la supportent pas. Mais c'est angoissant pour eux, en plus, bien sûr, de voir leur mère se détruire et dans ces états-là. Oui, c'est une... Et le père les protège, enfin, il faut... Oui, c'est là-dessus qu'il faut... On ne lui en veut pas. On ne lui en veut pas pour ça, justement. Mais j'entends bien, vous êtes très compréhensive, mais très impuissante. Voilà. Qui la suit le reste du temps, en dehors de ces hospitalisations? Est-ce qu'elle accepte un suivi? Eh ben, elle va pas au rendez-vous. Oui, mais là, comment elle va faire? Parce que là, si elle doit quitter son compagnon, elle va aller où, là? Eh ben, on ne sait pas. Elle a fait une demande de logement social, mais on se dit elle n'est pas prioritaire. On pense qu'il ne peut pas la mettre dehors parce qu'ils sont en accession à la propriété. Et là, quand elle va se rendre compte qu'il faut vendre la maison en cas de séparation, elle enlève le toit de ses enfants aussi. Non, mais en attendant, il va y avoir, c'est-à-dire qu'elle est encore avec son compagnon, là. Oui, là, elle habite avec lui. Elle est tout le temps au lit, là, je l'ai appelée tout à l'heure. Non, mais il faudrait qu'elle soit hospitalisée, en fait. Mais comment on fait? C'est ça qu'on ne sait pas. Comment on fait pour la faire hospitaliser? Elle n'est pas du tout suivie par un psychiatre, elle va pas au rendez-vous. Quand elle était sur la région parisienne, elle voyait donc un psychiatre que je connais bien et il m'avait dit à la prochaine... Parce que dès qu'elle est rentrée chez elle, elle fume trop, elle boit trop, son compagnon a dû appeler les pompiers en pleine nuit et le psychiatre m'a dit c'est à ce moment-là qu'on aurait dû la faire hospitaliser d'office. Oui. Mais le médecin urgentiste a dit non, je peux pas. Oui, enfin ça, il faut l'avis de 2 médecins. Il paraît que c'est plus qu'un seul médecin et... Ah bon, voilà, on sait pas. On est désemparés si parce qu'on ne sait pas quoi faire. Oui, mais là, à mon avis, je dis pas pour une cure, mais là, si elle est tout le temps au lit, si elle est il faudrait au moins qu'elle soit hospitalisée, quitte à ce soit une hospitalisation, le temps de remettre. Déjà, elle par rapport à l'héroïne, par rapport au traitement de substitution. Bon. Elle semble être... Donc oui, mais on sait que c'est... Oui, mais le problème, c'est qu'on sait que c'est aussi, comme toujours, quand il y a un sevrage d'un produit, ça crée aussi une grande fragilité après. Donc c'est là où il faut redoubler d'attention. Je ne parle pas pour vous, évidemment, mais c'est-à-dire qu'il faudrait qu'elle ne soit pas lâchée dans la nature, ou en tout cas chez elle, où oui, elle reste au lit, parce qu'elle n'est pas... Ça montre qu'elle n'est pas en état de faire quoi que ce soit, y compris d'ailleurs même de faire une demande d'aide ou d'avoir une démarche. Donc dans ces cas-là... L'hospitaliser peut permettre de trouver un temps ou de faire émerger une demande, de faire une proposition. Maintenant, c'est vrai que moi, je vous avoue que je ne suis pas du tout spécialisée dans ces problèmes-là de toxicomanie aussi lourds, l'héroïne, parce que c'est ça, on est dans le cas de plusieurs addictions et pas n'importe lesquelles, l'héroïne, mélanger de l'alcool. Il faudrait, par le psychiatre, je vois, il y a des centres à Paris, mais pas si nombreux d'ailleurs. Vous êtes toujours en contact, vous, avec le psychiatre là qui vous avait parlé? Oui, je l'ai appelé hier et il m'a dit je suis en vacances ce soir. Il m'a donné les coordonnées d'un de ses collègues pour le voir en urgence. Il m'a pas rappelé là dans la journée. Je sais qu'il y a Marmottan à Paris. Il y a toujours Marmottan. Elle y est allée dans le temps à Marmottan. Ils sont très bien. Quand Juliane est parlé, elle m'a dit
Non, Marmottan, c'est la drogue. Là, c'est fini, moi, la drogue. C'est pas... Oui, c'est fini, mais d'abord, on est comme dans une période comme ça, après de sevrage, l'alcool vient remplacer ça, si vous voulez. Donc, c'est vrai qu'il faudrait voir avec Marmottan. Ils ont, on a de plus en plus, ces spécialistes ont de plus en plus affaire à des polytoxicomanies, ce qu'on appelle. Donc, c'est pas aussi simple, c'est pas aussi séparé que ça. Là, la drogue, l'alcool, enfin, vous voyez, c'est regroupé, quand même. On est dans une problématique bien que très différente, parce que l'héroïne c'est très particulier. Je vous avoue que là c'est pas du tout mon domaine. Donc il faudrait essayer de voir. Le psychiatre, il vous a pas rappelé, il faut le relancer, parce que s'il vous a donné peut-être qu'aujourd'hui il était occupé, il faut pas hésiter à relancer en disant que vous appelez de la part de votre psychiatre et que vous vous trouvez confronté quand même à une situation d'urgence, vous êtes démunis parce que vous ne savez pas au fond que faire et vers quel centre l'orienter. Oui. Parce que vous pourriez appeler directement Marmottan, mais c'est mieux si vous êtes recommandé, par un médecin. Oui. Ce qui ne vous empêche pas, après tout, d'appeler. Il y a certaines structures, par exemple à Sainte-Anne, il y a un grand centre qui font les urgences. Mais là, on traite de la psychiatrie, de toutes les pathologies. Donc, on voit de quel ordre, s'il y a urgence, il y a des hospitalisations qui sont décidées. Marmottan, je vous avoue, je ne sais pas comment il fonctionne, mais j'imagine... Marmottan, quand elle y est allée, c'était une semaine de sevrage et après, on nous l'avait renvoyée à la maison. C'était une semaine de sevrage. C'est très court, ça. C'est très court. Oui, je sais que c'est court. C'était il y a combien de temps ? Il y a longtemps. Oui, alors je pense que ça a dû évoluer quand même. Il y a 15 ans, oui. Je pense que ça a dû évoluer. Parce que peut-être qu'il pourrait aussi, si vous appeliez, c'est vrai que c'est toujours mieux d'avoir un contact. Vous n'avez pas gardé de contact, c'est il y a trop longtemps. Rappelez quand même ce psychiatre en disant que vous êtes dans une situation un peu d'urgence et que vous appelez donc de la part de son confrère. Ouais. Si vous n'arrivez pas à l'obtenir, malheureusement, vous pouvez aussi appeler directement Marmottan, demandant, il y a peut-être un centre d'accueil, vous voyez, d'urgence où au téléphone déjà on pourra un peu vous renseigner sur la conduite à tenir, ou vous donner en tout cas les coordonnées de psychiatre à consulter. Parce qu'à mon avis, et je vous dis vraiment, sous beaucoup de réserve, parce que je suis pas du tout spécialiste de ces questions-là. Peut-être qu'une hospitalisation est nécessaire, mais peut-être qu'ils vont vous dire que dans un premier temps, une hospitalisation en psychiatrie et pas dans un service spécialisé pourrait suffire le temps de l'orienter après vers un service. Elle est en danger de mort là. Vous pensez ? Pourquoi ? Oui. Pourquoi vous dites ça ? Déjà, elle tombe, elle se tient au mur, elle fume, elle allume sa cigarette directement à la gazinière, elle se brûle, elle n'éteint pas le gaz, elle tombe de sa hauteur, parce qu'elle prend beaucoup d'antidépresseurs aussi, elle a beaucoup de médicaments. Alors vous savez, il faudrait peut-être qu'elle soit hospitalisée, même presque dans un service de psychiatrie. Une clinique psychiatrique là, où elle était les 5 semaines. Oui, mais dans un hôpital. Oui. C'est-à-dire que là, on est dans une clinique spécialisée, je veux dire dans un hôpital, et dans un hôpital ou un hôpital même psychiatrique, où déjà on pourrait faire le point par rapport à ce sevrage, remettre un peu les choses à plat, faire un bilan, y compris général. Il y a peut-être, vous voyez, là, elle fait peut-être n'importe quoi avec ses médicaments, quitte à forcer beaucoup les doses pour compenser l'absence des traitements de substitution. Donc au moins, elle n'a pas forcément... Ça serait mieux si elle était dans un hôpital plus spécialisé, mais en psychiatrie, eux, après, pourraient l'orienter. En disant, déjà, on fait un bilan, voir où elle en est, et l'orienter vers une structure plus spécialisée, quitte à ce que ce soit vers Marmottan. Il faut savoir comment lui faire rentrer. Ah non, mais bien sûr que c'est toujours mieux de demander le consentement de la personne. Mais si vous me dites, si vous pensez qu'il y a un danger pour elle vital, à ce moment-là, et qu'elle n'est pas en mesure, alors dans ce que vous décrivez, de même avoir une demande, il y a l'hospitalisation d'office pour la sécurité de la personne. Voyez, à ce moment-là, vous n'avez pas le choix. Et ce qui peut se faire avec un médecin généraliste, un deuxième médecin au sein de la clinique ou de l'hôpital, je veux dire. Oui.
Ça peut permettre le temps qu'on l'hospitalise de faire un petit peu un point, un bilan, et à ce moment-là de trouver un lieu plus approprié. Oui, une fois qu'elle sera à l'hôpital, voilà. Oui, elle sera entre de bonnes mains. C'est d'ici à rentrer à l'hôpital. C'est-à-dire que là, je ne pensais pas, si vous voulez, qu'elle était elle sortait de clinique, je pensais qu'elle était un peu plus stabilisée, si tant est avec beaucoup de guillemets, si tant est son état. Mais si vous pensez que vraiment elle en est à prendre, et avec de la consommation excessive très importante d'alcool, antidépresseurs, où elle peut forcer les doses, oui, vous avez raison, il y a une question de danger, surtout sur un organisme qui est certainement fatigué. Oui. Donc il y a toujours le risque, que le cœur s'arrête, Donc à ce moment-là, vous savez, en plus qu'elle prend des médicaments pour le cœur. Oui, donc ça ne va pas. Donc vous avez raison. Là, on n'est même plus à chercher une structure type l'hôpital Marmottan spécialisé. Ça peut être même de l'urgence. C'est pas que ça peut être de l'urgence médicale. Quitte à ce moment-là qu'elle soit dans un hôpital même public, après transférée au service de psychiatrie. Voyez. Oui. Et ça, c'est possible avec... elle a un médecin traitant, il y a quand même... Elle doit avoir un médecin... Elle a un médecin traitant dans son département, oui, dans sa ville. D'accord. Bon, parce que si vous voulez à ce moment-là, puisque vous dites qu'elle passe ses journées au lit, elle est dans son lit, le médecin se déplace, il signe un formulaire... Là, moi, elle vient à la maison à partir de dimanche avec ses enfants. Et comment elle va venir? Qui va l'amener alors? En train. Oh là là, mais c'est pas du tout prudent. Vous pensez qu'elle est pas en état de prendre le train? Je pense qu'elle est en état de prendre le train. Alors, donc c'est pas aussi grave. Son compagnon va la mettre dans le train avec les 3 enfants et une de mes filles va la chercher au train. Et alors, vous la feriez hospitaliser une fois qu'elle est chez vous? On ne sait pas quoi faire, mais on veut soulager quand même son compagnon aussi. C'est pour ça aussi qu'on l'a fait venir. Elle est contente de venir avec ses frères et sœurs, ses neveux nièces ici. Écoutez, est-ce que par précaution, vous ne pourriez pas quand même demander à son médecin traitant de passer la voir au domicile, déjà d'avoir un avis? D'accord, ça on peut faire ça. Quand même, avant qu'elle voyage, voyez dans quel état elle est, parce que si elle consomme beaucoup d'alcool, qu'elle prend des médicaments pour le cœur, qu'elle prend des antidépresseurs et qu'elle peut faire des mélanges, malheureusement, il faut quand même être très vigilant en passant un petit coup de fil à son médecin traitant, en appelant, en disant je suis inquiète, j'aimerais savoir ce qu'il en est. Est-ce qu'elle est en état de venir? Après, à Paris, vous vous en occuperiez dans le train, elle avec ses enfants, on la met dans le train, vous la récupérez à l'arrivée, ou est-ce qu'il vaut mieux la faire hospitaliser d'emblée sur place, qu'elle peut-être voir un peu, qu'elle se requinque un peu? Vous voyez, il vaut quand même mieux, moi je demanderais l'avis de médecin. D'accord. Pas la laisser voyager comme ça. Elle serait mieux hospitalisée, vu ce que vous dites. D'accord. Mais bon, et quand même insister auprès du médecin psychiatre en disant que vous êtes dans une situation vraiment d'urgence, quitte à appeler, vous pouvez même appeler Sainte-Anne, vous savez, Sainte-Anne, ils ont un centre d'urgence où ils vont vous renseigner au téléphone. D'accord. Au téléphone, ils vont vous donner beaucoup de renseignements sur la conduite à tenir. Appelez même Sainte-Anne, dès demain vous pouvez, même ce soir d'ailleurs. Bon courage, bon courage. Caroline. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle nuit, un bon week-end. J'aurai le plaisir de vous retrouver lundi. Et je vous laisse maintenant en compagnie de Jean-Marc Morandini, puisqu'il est 1h du matin sur Europe 1.